don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Rémi Dion, bienvenue au podcast. Merci Anthony. Je suis content de t'accueillir. Moi aussi, j'ai très hâte. Ouais. Évidemment, pour mettre une petite mise en contexte aux gens qui nous écoutent en ce moment, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Je t'ai contacté. La place où les entrepreneurs se rencontrent. Ben, je pense que c'est le Facebook de professionnel. Puis évidemment, plusieurs de nos invités partent de là. Puis j'ai rencontré en contact avec ton collègue, ton copropriétaire. Puis il me dit, hey, tu devrais parler avec Rémi. Mm-hmm. Je dis, peut-être lui, tu es un petit peu plus placé pour représenter l'entreprise dans le sens faire le podcast essentiellement. Je t'ai DM. Puis en fait, on a fait une rencontre préparatoire. Puis j'ai dit, ouais, ben, let's go, on le fait. On a fait une date, puis on est là aujourd'hui. Fait que je suis très content de pouvoir t'accueillir. Donc, ouais, Rémi à la tête de l'entreprise Explorer. C'est super cool. Évidemment, on va parler avant de ton background professionnel, de ton background académique, puis tes expériences entrepreneuriales. Fait que commençons par ça. C'est qui Rémi? Ça a commencé par où? Par quoi? Moi, j'aime commencer en disant que je suis un joueur de frisbee. Puis ce que je fais durant mes journées, d'abord, j'ai été ingénieur, mais désormais, c'est d'anticiper où s'en va la technologie. Puis c'est un travail impossible. C'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'est d'automatiser les choses. Je me suis intéressé à la programmation très jeune. Ouais. Puis je suis retourné vers ça après avoir fait du génie. Donc, il y a 6 ans de ça, Olivier et moi, on s'est mis à aider des compagnies à utiliser l'intelligence artificielle. C'était l'idée initialement de Olivier, qui était à la tête d'une autre compagnie avec un ami à moi, Biogénique. Cette compagnie-là avait des données intéressantes à utiliser, mais son potentiel restait à être démasqué. Donc, plutôt que d'investir beaucoup de temps et d'efforts avec son staff qui n'était pas en informatique, mais qui était à travailler pour Biogénique, là, donc pour les opérations de Biogénique, il se tourne vers des spécialistes, l'analyse de données à Montréal ou même juste au Québec. Qui serait prêt à l'aider à trouver de la valeur dans les données pharmaceutiques qu'il y avait. Puis, il s'est fait un peu snobber. Donc, il y avait... Ouais, ben... Dans quel sens? Dans le sens que si tu n'as pas 200 000 $ à mettre là-dessus, reviens nous voir plus tard. Ouais. Lui, il dit, je sais même pas ce qu'il y a dans mes données. Je veux avoir un avis professionnel. Je veux pas croire que juste d'aller faire une analyse préparatoire... essentiellement me dire quelles sont les opportunités. Il n'y a pas de jeu du milieu. Et puis, de là est née l'idée, il y a un marché à desservir. Il y a clairement une clientèle qui va avoir soif d'utiliser ces données, parce que la donnée, ça fait maintenant plus de j'allais dire 5 ans, 10 ans. En fait, ça fait au moins 20 ans qu'on se dit, la donnée, c'est le nouvel or, le nouveau pétrole. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec toutes ces compagnies-là qui vont se poser la même question qu'Olivier s'est posée à ce moment-là? Fait que moi, j'étais retourné à la maîtrise. Mon parcours, là, c'est ingénierie. J'ai adoré mes études. Je suis allé sur le marché du travail dans une firme de génie conseil et j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé, c'était un emploi qui... Heureusement pour cet emploi-là, qui mise sur utiliser des choses, des processus établis, des technologies établies. La place de l'innovation, c'est pas dans le génie conseil. La place de l'innovation, c'est va te péter les dents dans d'autres compagnies, dans d'autres cas concepts. Puis quand ça fait plusieurs années que tu es sur le marché, puis qu'on peut démontrer, ça marchait là, puis là, peut-être qu'on va le considérer pour nos façons de faire. Là, moi, jeune et très intéressé de faire de l'innovation, je vois qu'on est les mains liées. Pas par manque d'intérêt, mais... Tu as des bâtons dans les roues pour développer des innovations. Pour en proposer, pour savoir ce qui se fait, pour le mettre dans ma pratique, c'est pas vraiment ça qui était judicieux à ce moment-là. Là, on est il y a 15 ans. Là. Quand même, il y a 15 ans. Donc, moi, j'ai gradué en 2012 en génie électrique. Puis, à ce moment-là, comme je te dis, physique, mathématiques, j'avais adoré ça. Vient le temps de faire des dessins AutoCAD. OK, génial. Vient le temps de vouloir automatiser certaines choses parce que rapidement, tu te rends compte, c'est pas mal la même chose qui revient, puis qui revient, puis qui revient, puis qui revient. Est-ce que tu dirais que tu voyais des solutions qui étaient simples à implanter, puis que tu disais que c'est un non-sens de le faire comme ça encore? Pas nécessairement. En toute honnêteté, c'est pas que le milieu dans lequel j'étais était facilement automatisable. Mais c'était plutôt que moi, je me reconnaissais pas dans ce genre de travail-là. Donc, ça a été un dur
retour à la réalité. Mm. Tu investis, rendu là, c'était une quinzaine d'années d'études pour dire, on te dit, Rémi, t'es bon dans les maths, t'aimes ça les sciences, c'est dans l'ingénierie. Ah oui, ok, parfait. Tu fais quelques années d'études universitaires là-dedans. Wow, c'est le fun. Puis là, tu explores un paquet d'affaires que tu sais, les nombres imaginaires. Moi, j'aimais ça. La physique quantique, j'y ai goûté un petit peu. Ça piquait ma curiosité. C'était parfait. Je l'utilise pas, je l'applique pas, mais c'était stimulant. C'est un intérêt. J'arrive au marché du travail, puis la réalité, c'est on a des cubicules, on a des néons un peu trop blancs, on a une hiérarchie. Ah, OK. Cabinet conseil, c'est des grosses bébites. Puis je me reconnaissais pas dans ce modèle-là, mais je me le suis imposé parce que au Québec, on a le juniorat. Maintenant, ça porte un autre nom. Okay. Je pense que c'est postulant à la profession d'ingénierie. Et pour faire ça, pour devenir ingénieur, il faut avoir le suivi constant d'un ingénieur senior. Et ça, c'est pas n'importe quelle compagnie qui peut le faire. J'aurais certainement pu trouver ailleurs, mais c'est une grosse barrière, disons, à pouvoir faire la profession d'ingénieur de façon émancipée et dans l'innovation dans ma jeunesse parce que je voulais l'avoir, ce titre-là, malheureusement. Après 3 ans, c'est ça le temps que ça prend. Après 3 ans, je l'ai obtenu. OK. J'ai quitté ma job un mois après. T'as quitté tout de suite après? Juste pour... je me suis dit, OK, j'ai tout donné, je suis à bout de souffle, j'aime pas ça. Je vais quitter. Je vais quitter puis faire un reset. C'était opportun à ce moment-là. Puis comme, je pense... En fait, je valorise énormément le voyage. Apprendre la culture, le travail, la façon de faire à l'étranger. C'est une opportunité d'aller faire un reset. Je suis parti à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Je suis parti pendant plusieurs mois. Parti voyage personnel? Ouais, ou je suis parti avec un visa de travail. OK, quand même. Au final, j'ai pas travaillé. J'ai fait de la randonnée. Puis j'ai rencontré du monde génial. Incroyable. Okay. J'ai découvert l'Australie. Je pensais pas aimer l'Australie. C'est peut-être contre-intuitif, mais je pensais pas aimer l'Australie. OK, wow. Finalement, j'ai vraiment aimé. Puis... Là, excuse-moi, juste pour se situer, t'avais quel âge? Là, j'avais 27 ans. OK, quand même. T'avais un goût de développer parce que t'as peut-être pas eu la chance de le faire plus jeune, vu que t'étais dans les études, dans le work. Une chose que j'ai jamais regrettée, c'est de faire un voyage à l'étranger durant mes études. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai rencontré un très bon ami à moi, maintenant, un Allemand que j'ai rencontré quand j'étais au secondaire. Lui, il est venu à notre secondaire. Okay. Des bons amis à moi qui ont fait l'échange également dans sens opposé. Je trouve que c'est très riche. Puis à mon bac, moi, je suis allé au Danemark, puis ensuite, j'ai fait une session à l'étranger. J'ai travaillé à ABB, une grande compagnie en génie électrique. Je travaillais dans le domaine de l'énergie renouvelable, les sous-stations, tout ce qui est distribution dans les réseaux électriques. Fait que ça, c'était en Suisse. Okay. Une expérience fantastique. Fantastique parce que c'est un bel écosystème. Fantastique parce que t'es hors de chez toi. Là l'expression anglaise « the world is your oyster ». Tu peux en profiter. Littéralement. Tu rencontres d'autres gens hyper motivés, d'autres gens hyper intelligents. Ça ouvre un peu ta bulle. C'est facile de rester dans sa bulle. Je suis chemin linéaire, je suis allé à l'université. Puis ton travail t'offrait ça aussi. C'était confortable. Tu avais des paramètres qui étaient contrôlés. Tu savais à quoi t'attendre, mais en même temps, tu te voyais pas nécessairement... Ça t'alimentait pas. Là. Il fallait un petit peu plus de créativité, peut-être, de challenge, je sais pas. C'était pas ce que je recherchais. La stabilité, je me l'imposais parce que je voulais finir mon juniorat. Mais sinon, je crois que j'aurais quitté plus tôt. Puis c'est un regret que j'ai eu. Ah oui? De ne pas avoir fait le saut plus tôt? De m'être entêté à finir mon juniorat. OK. D'un autre côté, c'est une expérience qui aurait eu de la valeur plus tard dans mon cheminement. Ben ouais. Donc là, j'étais rendu en Australie, puis je reviens. Je reviens en me disant, bon, what's next? Ouais. J'ai essayé Génie Conseil, puis j'ai déchanté. Okay. Moi, quand j'étais ado, je me levais le matin, le samedi, puis je sortais pas de ma chambre, j'allais pas déjeuner, j'allais programmer. C'était mon hobby à ce moment-là. Hobby. Puis, avant que je sache programmer, je m'intéressais à, appelons ça de la pseudo-programmation, je m'intéressais à Sudoku, résoudre des puzzles, puis ensuite, résoudre de façon définitive le puzzle, c'est de coder un solver. Donc, comme je connaissais pas des règles de programmation, mais je connaissais très bien Excel, j'ai programmé un solver. J'ai mis des règles Excel pour résoudre un Sudoku, mais
de cette façon-là, tu peux pas faire des loops. Dans Excel, tu peux le faire de façon codée, mais je connaissais pas le code. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des copier-coller. Fait que j'avais des références qui allaient vers un autre tableau sur le coup qui était un peu plus rempli, puis je réappliquais les mêmes règles. Je pouvais résoudre la majorité des sudoku en l'intérieur de 8 à 10 itérations. Puis, fait que tu l'avais créé de tes propres mains, là, dans le sens de cette formule-là. Là. Ben, en fait, je faisais ce que moi je faisais quand je résolvais. C'est quoi les règles dans les colonnes, dans les rangées, dans le carré. Donc, des choses que je faisais déjà, je me suis dit, mais je peux peut-être automatiser. Fait qu'il y avait cette idée-là de OK, j'ai un problème, puis c'est le même problème encore, puis on pourrait se dire, ben oui, mais c'est ça le fun, Rémi, de résoudre le casse-tête. Mais moi, mon fun, c'était de le résoudre définitivement. J'ai un problème récurrent. Puis ça, c'est un pattern qui est resté. L'automatisation, finalement, mais ça me faisait triper. La programmation, je voyais ça comme un chemin vers ça. C'est comme ça que j'ai fini par par trouver mon chemin dans l'IA. Mais à ce moment-là, quand je suis revenu d'Australie, je ne suis pas tout de suite retourné vers le travail. De façon contre-intuitive. J'ai eu une fenêtre de 3 mois à peu près où est-ce que je me suis dit, ça vaut pas la peine que je m'embarque dans un autre projet. J'ai un ami qui a des disponibilités. On s'en va faire de la randonnée. D'ici là, je ne vais pas m'embarquer dans une autre compagnie puis ensuite disparaître en 1 mois. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de miser sur une expérience que j'avais pas eue plus jeune, travailler dans un resto. Crazy, OK. Ben, c'est banal, mais j'ai tellement adoré. Ouais. Pour moi, fait du bien à ton âme, peut-être? Je me suis posé la question, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je viens de passer 20 ans de ma vie, puis là, je me sens vraiment valorisé. C'est bizarre quand même. Hein? Dans la restauration. Fait que là, j'ai eu ce wake-up call-là de c'est quoi qui m'énergise, c'est quoi que j'aime, c'est quoi qui me fait triper. Une remise en question. Tu as eu quand même un jeune âge qui est intéressant. Là. Oui. Ben, tu as raison. La remise en question, c'était OK, j'aime pas ça. Puis ensuite, c'était la réalisation de c'est quoi les ingrédients que j'aime ici? Parce que je me voyais pas être dans la restauration ad vitam aeternam. Mais je me disais, il y a des ingrédients ici que je veux répliquer. C'est lesquels? Ben, ça bouge vite. OK. Il y a toujours quelque chose à faire. Dynamique. On va pas te dire, suis cette liste de choses à faire. Non, il y a des choses à faire. Tu les trouves et tu agis. Parce que moi, j'ai pas le temps de te prendre par la main. Fait qu'il y a des serveurs, toi, t'es boss boy. Il y a des trucs dans la cuisine. T'apprends les trucs de base. Puis il n'y a pas un moment d'attente où est-ce que tu es supposé te tourner les pouces parce qu'il y a des choses à faire autour. Fait qu'il y avait une immense valorisation de l'autonomie. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'a pris un peu de temps de mettre le mot autonomie dessus, mais c'est ça que je valorise. Donne-moi de ta confiance, laisse-moi te montrer que je peux être proactif. Exact. Puis les gens me le disaient, Rémi, c'est ça que j'avais besoin, Rémi, ça tu peux t'en occuper, puis ils passaient à autre chose. Rapidement, on est valorisé, on te place dans d'autres positions parce que tu montres de l'initiative. OK, ben fast-paced, des choses qui bougent vite, l'initiative d'autonomie. Comment je fais pour répliquer ça? C'est resté dans l'arrière de ma pensée. Moi, je m'intéressais déjà à l'entrepreneuriat. Fait que c'était pas complètement étranger à moi. Mais ça reste que... Dans quoi, c'était ça. Là. Comment est-ce que je fais pour me lancer? C'est quoi un premier pas? Comment est-ce que je fais pour faire cette démarche-là de façon intelligente? Puis là, je sortais là, du ring de boxe. Je m'étais fait mettre KO dans le génie conseil. Fait que là, j'étais vraiment en train de chercher à me valoriser du côté technique. La restauration, ça m'a valorisé comme humain. Hey, Rémi, ta contribution est le fun. On aime ça t'avoir dans l'équipe. OK, cool. Je suis un bon joueur d'équipe. Maintenant, moi, ce qui me fait triper, c'est la technologie. Comment je fais pour avoir ce même écosystème-là dans la technologie? Une opportunité, sincèrement, c'est ahurissant comment la vie dépose ça. Là. Il y a une opportunité. Quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn, ça a l'air d'un spam au début. LinkedIn incroyable. Ceci n'est pas une ça a l'air d'un spam, oh mon Dieu, ça c'est incroyable. Des petits messages automatisés, justement. Ben, quelqu'un qui dit « Hey, job en tech, on a regardé ton profil, ça ressemblerait à ça, ça pourrait t'intéresser. » C'est écrit de façon professionnelle, mais tu n'as jamais entendu parler de la compagnie, tu sais pas c'est quoi. Okay. Ah, une compagnie de placement. Mais, fait que la réalité, c'est que, ben, je pense que j'ai posé la question de c'est quoi exactement, juste pour voir, est-ce qu'il y a un fond à la chose. Ils m'ont dit, écoute, voici la position, voici ce qu'on recherche. Je suis passé à travers une première étape, puis ils m'ont dit, ben, Rémi, le profil intéressant. On aimerait ça que si ça t'intéresse, on aimerait ça que tu embarques avec nous à ce moment-là. Hey, mais à ce moment-là, moi, je suis supposé être à Terre-Neuve avec mon ami à faire de la randonnée, fait que ça se passera pas. Fait que là, je leur dis non.
Puis de toute façon, je me disais, j'étais encore en train de me dire, c'est-tu vraiment un truc réel? Ouais, OK. Je suis à l'autre bout, je suis sur une montagne à Terre-Neuve, là, puis je reçois un courriel qui me dit « Hey Rémi, si t'es encore intéressé, on a cette opportunité. » Là, je leur dis « Je suis pas là. Je reviens dans 2 semaines, mais en ce moment, je suis pas là, comme je vous avais dit. » Comme « OK, dans 2 semaines, parfait, on t'envoie une invitation. » Invitation d'une rencontre en visio, quoi? D'avoir une rencontre. Mm. Puis là, j'ai comme OK, ils sont proactifs, ils ont Ben l'air sérieux. Ça coûte rien là, de mon côté. Je vais avoir fini mes vacances, Mhm. puis rendu là, je vais me chercher une job anyways. Fait que les astres se sont comme alignés parce que j'avais pas. Là, on parle de coût d'opportunité. Là. C'est quoi mon coût d'opportunité? J'ai même pas à me déplacer, j'ai juste à me mettre devant mon écran. C'est ça, Puis on va le faire. avoir la Au pire, t'as conversation. perdu 1 heure, tu sais, back. C'est ça. Ouais. OK. Finalement, je me rends. Ben, c'est des vraies personnes. C'est une vraie compagnie dans laquelle ils veulent me placer. Fait que la compagnie est là physiquement aussi. Okay. Puis elle évalue un peu mon profil. Ouais. Je me rappelle pas très bien, mais je pense que je suis sorti de là en me disant pas sûr que c'est un fit. Ah ouais. Ouais, de toi, tu pensais. Ben, j'étais pas sûr d'avoir fait la bonne, le bon vibe. Puis Interesting. OK. il y avait aussi le fait que je regardais, je fais comme cubicule, néon blanc. Ouais. C'était un peu, ça revenait un peu là-dedans. Ouais. Fait que là, je me suis dit, mais OK, on t'amène tranquillement vers la programmation. Tu vas travailler sur des systèmes dans lesquels tu n'as pas étudié, mais que tu es habile puis que je suis intéressé. Là, je voyais le pont. L'opportunité m'est tombée dessus la semaine d'après. Puis j'ai dit, all right, j'embarque. Puis rapidement, j'ai pu développer. C'était dans le milieu financier. Je connaissais pas ça. Fait que l'opportunité d'apprendre. Ouais. D'apprendre, parce qu'il investit beaucoup dans la formation. Okay. Ils m'ont envoyé aussi en France pour faire cette formation-là. Ben, je me suis senti valorisé. Ah, ça coche la case valorisé. Ce chemin-là a été stimulant. Mais. Il manquait le côté technique que tu cherchais? Ou... Le côté technique était là. OK. On faisait partie d'une grosse boîte, mais ça reste quand même que, j'ai une petite équipe. Fait qu'il y avait le sentiment de faire partie de quelque chose à dimension humaine. Ça cochait les cases au début. Okay. Mais rapidement, je me suis rendu compte, OK, je suis un configurateur d'un outil. Okay. Puis, c'est comme si je disais, toi, tu es vraiment bon à faire de la peinture, mais dorénavant, tu peux ne faire la peinture qu'avec ce type de peinture-là. Tu vas devenir super bon. Les gens vont vraiment vouloir... Les gens, ils veulent cette peinture-là, ils vont te vouloir toi. Mais déroge pas. Fais juste cette peinture-là. C'est que moi, je ne conçois pas cette peinture-là. Je la crée pas. J'ai pas le contrôle de la faire valoir. Si les gens se disent, mais finalement, c'est pas cette peinture-là que j'ai besoin, moi, ma spécialité, ma valeur, elle est là. Si les gens se disent finalement, hey, c'est du stucco qu'on veut désormais, je suis un expert de cette peinture-là. Si les gens se disent, non, c'est un autre type de peinture qu'on veut, j'ai plus de valeur. Fait que je voyais que c'était potentiellement une belle opportunité, mais dans un coin. Dans un coin où est-ce que si jamais les gens décident d'aller regarder dans un autre coin, moi, je suis dépendant de ça. Fait que je ne construisais pas mon indépendance, mon autonomie. Les coches se sont mis à se les cases se sont mis à se décocher. Puis, ça me travaillait. J'imagine que tu en avais parlé aussi à l'équipe, là, dans le sens où peut-être... Pas tout à fait. OK. Je pense que ça paraissait dans mon énergie au travail, puis c'est plus une réflexion que je faisais de mon côté, de me dire c'est quoi la prochaine étape. Et il y a cet appétit-là d'apprendre. Ça t'amène à différentes opportunités. Il y a des meet-ups qui existent. À ce moment-là, à travers mon employeur, il y avait des événements. Puis j'en profitais. Tant qu'à être employé d'une grande boîte, je vois certains événements. J'ai eu une conversation avec une personne. Okay. Mon amie désormais, Marie-Ève, à ce moment-là, je ne la connaissais pas. Elle travaillait dans le milieu financier. Elle démarrait des études en intelligence artificielle. Okay. Moi, je m'y intéressais. Le MILA, qui est l'Institut québécois en intelligence artificielle, venait d'annoncer qu'on a un centre dédié à l'IA, flambant neuf, nouveau bureau. Puis là, c'était le moment. Là. Je savais que c'était le moment de postuler pour la cohorte qui s'en venait. Right. Pour commencer en septembre prochain, il fallait que j'applique demain au maximum. Puis là, j'avais Marie-Ève qui me dit « Rémi, fais-le ». Elle me connaît pas, là. Mais elle me regarde, elle voit à quel point je suis intéressé. C'est fort, ça. À travers une soirée à discuter, elle me dit « Mais Rémi, qu'est-ce que tu attends? » C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Un petit coup de pied, là. Un petit coup de pied. Des fois, on ne croit pas en ce qu'on a à offrir nous, puis les autres le voient. Ouais. Puis j'attribue beaucoup de mérite à cette conversation-là que j'ai eue avec Marie-Ève. Ça m'a poussé à postuler. Ça m'a poussé à faire des suivis. Ça, c'est niaiseux, là. Je me suis toujours dit qu'un processus qui est fair and square, c'est
tu envoies ça dans l'univers, il y a des règles, les gens vont le suivre, puis ils vont faire la meilleure sélection. Maintenant que je suis du côté employeur, je sais qu'il y a des nuances. Il y a des choses qui vont valoir pour beaucoup. Je l'avais déjà entendu d'une de mes anciennes patronnes qui me disait, mais toi, tu es motivé, toi, tu as dit ça. Il y a des choses qui sont dites que les gens disent, OK, cette personne-là a une motivation, une étincelle, une perspective, alors que sur papier, ça n'aurait pas paru. Right. Moi, j'ai fait mes suivis. Je suis sur la liste d'attente parce que j'ai postulé en retard, puis là, je me ramasse avec un paquet, dans le même paquet que plusieurs postulants. OK. J'appelle, oui, j'ai pas de retour. Est-ce que ma candidature a bien été reçue? Oui, absolument, vous êtes dans la liste d'attente. En ce moment, on a quelques appels à faire, des candidats à travers le monde. Ouais. Donc, je vous invite à nous recontacter la semaine prochaine. Moi, j'ai juste besoin de me faire dire ça. Je pense que si on m'avait pas dit « rappelez-nous », j'aurais pas osé le faire. J'ai rappelé. J'ai rappelé, il me dit « Rémi, oui, je me rappelle de toi. On est encore en attente de réponse. Rappelle-moi la semaine prochaine. » J'ai fait ça à quelques reprises. On m'invitait à le faire. J'avais pas l'impression de déranger. Mais maintenant, je me rends compte que il faut le faire. Il faut le faire. Il faut aller chercher l'opportunité. Et puis, je rappelle. Faut que tu sois quasiment dérangeant pour qu'il te... Oui. Pour vrai. Mais oui, je crois dans le principe d'être dérangeant. Dans ce cas-ci, on ne veut pas non plus être aliénant. C'est-à-dire que moi, c'est mes partenaires. Là. Ils veulent mon succès. Alors, je veux m'assurer qu'ils mettent top of mind puis qu'ils disent « Rémi, il est motivé, il a ce qu'il faut, puis il est prêt. Là. » J'ai dit, puis il embarque. Il n'y a pas de tergiversation. Okay. Ben, moi, j'étais ce candidat-là. Fait que c'est pas l'idée de harceler, définitivement pas. Et ben, je suis rentré, je pense que c'était dans un appel de suivi ou un courriel que j'ai reçu comme hey, « Félicitations ». Puis, je démarre au Mila. J'étais tellement fier, tellement heureux parce que enfin, j'avais pris le chemin tortueux de génie électrique pour venir vers l'informatique, puis vers l'intelligence artificielle qui m'amenait vers l'automatisation, quelque chose dans lequel j'avais déjà pu toucher en génie électrique. Enfin. Là, tu étais extrêmement sur ton X, là. Tu te voyais faire ça. Ouais. Puis retourner, ça c'était ma maîtrise, là. Je suis allé à la maîtrise à ce moment-là. Retourner aux études à 30 ans, c'est un commitment. Moi, j'ai mis à pause ma vie sociale pendant quelques temps. OK. Puis j'ai pas trouvé ça difficile. J'ai pas trouvé ça difficile parce que j'étais tellement convaincu que c'était le choix, le chemin qui me fallait. J'ai embarqué là-dedans, puis ben là, tu me vois sans doute venir. Des études, ça vient avec quoi? Ça vient avec des études à l'étranger. Fait que, des belles expériences. Fait que j'ai levé ma main. Dans 10 jours là, du début de l'école, il fallait déjà que j'ai choisi où je m'en vais au semestre prochain. Okay. J'ai levé ma main, j'ai dit moi je suis intéressé. Ben, le MILA, ils font pas nécessairement des sessions à l'étranger. Puis à la maîtrise, c'est pas facile. Puis il y a juste une couple d'écoles avec lesquelles on est partenaire. Ouais, j'en ai spoté une, si ça. Ben, la personne que j'avais appelée là, durant l'été, elle me dit y a-tu des places? Je suis encore sur la waiting list. Elle me dit Rémi, je vais t'aider. Elle m'a aidé à sortir c'est quoi qu'il faut, les cases à cocher. Faut que tu ailles faire ce test-là. Faut que tu ailles obtenir cette approbation-là d'un tel. Yoshua Bengio, qui est une sommité dans le milieu de l'intelligence artificielle, l'un des chercheurs les plus cités au monde, était le directeur de ceux qui font la maîtrise. Donc, également mon directeur. Et puis, le chemin qui a été pris, c'est Yoshua, est-ce que tu approuves ça? Yoshua avait la même mentalité que celle que j'ai et que j'encouragerais quiconque de faire. L'éducation, là, ça se fait pas juste dans un établissement, ça se fait aussi avec les personnes qu'on le fait, puis le contexte dans lequel on est. Yoshua s'est dit, mais c'est une opportunité à saisir, il est motivé, il faut l'encourager. Ça, c'était son message. Puis là, ça l'a débarré des portes. Je suis allé en Inde. Je suis allé en Inde alors que c'était un partenariat qui n'avait jamais été testé entre l'Université de Montréal et l'Inde. Fait que j'étais le premier étudiant à aller à cette école-là. J'étais le premier étudiant du MILA à aller en étudiant à l'étranger. Et j'ai été un étudiant qui l'a fait en janvier 2020. OK. En janvier. Fait que là,
Ça a commencé, si je me souviens bien, c'était en mars là, 2020 que ça a commencé à péter, mais peut-être là-bas, ça devait être assez critique. Là. Ben, ce qui s'est passé, c'est que on cherche tous à faire la part des choses. C'est qu'on se dit, OK, sans cabaner, se mettre de côté. Ouais. On entend que les choses vont moins bien en Italie puis au Québec, Ouais, ça commence sur la là. scène internationale. Ben Moi, ouais. je me dis, je vais m'en cabaner puis je vais attendre que les choses passent. Puis, au final, avec tous les vols qui avaient été fermés, le pays en Inde qui a été fermé complètement. OK, donc il n'y avait pas de vol sortant. Là. Il n'y avait plus rien qui bougeait. Les rues complètement vidées. Ben, j'ai été rapatrié sur un vol dédié. Okay. Donc, le Canada a envoyé, je pense, une 50aine de vols à travers le monde. Plus de 20 ont été envoyés juste en Inde. Il y avait une immense communauté qui a levé la main et dit « Moi, je veux être rapatrié au Canada ». Fait que là, t'es arrivé là en janvier 2020, puis t'as resté combien de temps avant de te faire rapatrier? Ça a été un mois. T'as-tu, parce que c'est intéressant là, par rapport à l'Inde, t'as-tu été confronté un petit peu à un blocage au niveau de la culture ou de la langue, tu sais, de communiquer, de travailler? Je veux dire, c'est quand même un autre... C'est complètement des paysans là, C'était ça l'objectif, Québec, là, right? Mais je me rappelle, ma première semaine m'a dit « Ouf, dans quoi je me suis embarqué? » Ouais, OK. Ouais. J'ai été... Je recherchais, je convoitais le sortir de ma zone de confort. Puis là, je me suis dit, est-ce que j'ai poussé le concept un peu trop loin? Je me rappelle avoir cette réflexion-là. Je comprends. Et une semaine plus tard, après avoir fait les 12 travaux d'Astérix, parce que littéralement, c'est très bureaucratique, très bureaucratique quand même. Oui, OK. Ah. Donc, c'est drôle parce que si vous connaissez quiconque les 12 travaux d'Astérix, ça en est ridicule, mais j'ai vraiment eu l'impression de vivre ça. Dans le film. Aller une signature là, ça. aller dans un autre building, une autre signature dans tel ordre, puis là, t'arrives, c'est l'heure du lunch, mais l'heure du lunch est tendue de 11h à 2h. Puis il y avait toujours un petit détail particulier, puis la carte, cette carte-là te permet d'aller à l'autre étape. Fait qu'il faut que tu fasses dans la bonne séquence. T'as-tu vu le film de Ricardo Trogi, le dernier qui est sorti, qui est allé en Égypte? Je pense que c'est 1996, en tout cas. Puis lui, il était mandaté, il faisait un concours, puis là, il participait, puis il fallait qu'il fasse un film, finalement, de lui-même. Puis il est allé en Égypte, puis là, sa caméra, elle a brisé, tu sais. Fait que là, il faut qu'il retrouve la caméra qu'il a fait commander, mais à l'aéroport. Puis là, c'est vraiment les 12 travaux, là. Fait qu'il a fait au moins 15 bureaux, 15 papiers à la revenir par la bonne personne. Puis là, finalement, ça marche plus, c'est fermé. Le bureau, il ferme à 5 heures. Fait que, fait que oui, je peux croire. C'était... Ça a fait partie de l'apprentissage. Très drôle. Disons. OK. Mon expérience a été le fun. Je suis resté là 3 mois dans des conditions plutôt normales. Ouais. Puis, à partir de mars, mi-mars, là, le gouvernement communique à demi-mot un peu. Bon, on va fermer quelques affaires, rentrez chez vous. Sure. Mais suite à ça, assez abruptement, les vols étaient plus disponibles, les trains étaient plus disponibles, les autobus, toc-toc. Donc, la ville est vidée. Okay. Et j'ai vécu pas dans un bunker, mais essentiellement dans un endroit où je ne pouvais pas sortir. Puis heureusement pour moi, parce que j'ai vu ce que ça aurait pu être. Je suis allé dans un hôtel où il y avait des fourmis partout. Il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait pas d'air climatisé, pas d'Internet, pas d'eau. Oh my God. Puis heureusement pour moi, c'est pas dans un endroit comme ça que je suis resté pendant 4 semaines. Là où j'étais, il y avait l'Internet, il y avait l'air climatisé, il y avait la bouffe. C'était cuisiné pour moi. Okay. J'ai été hyper chanceux. Ouais. J'ai pu me lever le matin puis aller m'abreuver de c'est quoi qui est disponible comme information par rapport à ma situation sur WhatsApp, sur Twitter. Parce que malheureusement, les autres canaux étaient saturés. Courriel de l'ambassade, téléphone de l'ambassade, ça ne marchait pas. J'ai donné quelques entrevues dans les nouvelles pour sensibiliser aussi à la réalité. Puis éventuellement, il y a eu une personne en particulier du gouvernement qui a signé un document qui dit « Rémi, tu fais partie de ce vol-là qui part de tel endroit, de tel aéroport. Okay. L'avion, il part tel jour, à telle heure. Il faut que tu y sois. Et ce papier-là, tu as juste à le montrer aux autorités, ils vont te laisser passer. » D'abord, il a fallu que j'imprime le bout de papier, mais une fois que ça a été fait, ce 6 heures de route-là que j'allais faire en moto, je m'étais prévu 12 heures pour me rendre. Et ça a été
un 12 heures de transport. Je suis arrivé, j'étais le dernier attendu. Ouais, voyons donc. Je me rappelle, j'étais au bout de mes forces parce que j'étais Ouais. arrêté à certaines frontières des heures durant, simplement parce que le bout de papier, il faut qu'il soit validé au fédéral, mais au provincial aussi en Inde. Fait que bref, un paquet de détails, Ouais. tout simplement pour dire que quand je suis arrivé au bout de tout ça, il y a quelqu'un qui dit « Hey, Rémi est arrivé! » Il me barre sur la liste, il me donne un lunch, puis là, je m'assois sur une chaise, puis là, officiellement, là, depuis 6 heures le matin, j'étais sur une aventure pour revenir, puis là, j'étais le problème de quelqu'un d'autre. Puis je me rappelle juste m'effondrer, puis avoir une petite larme sur le bord des yeux. Je fais comme ça. Qu'est-ce que j'ai passé à travers ça? Ben, c'est que c'est éreintant juste de se dire « What clair. if? » Il n'y a rien qui s'est mal passé. Je suis tombé, je me suis un peu égratigné le genou, mais je n'étais jamais en danger. Mais si je ne m'étais pas faire passer à la frontière là, au milieu de nulle part, je ne peux pas retourner où je suis parti, Ben non. puis je ne peux pas traverser. Qu'est-ce qui se serait passé? Fait que juste de ruminer sur, OK, c'est quoi mes portes de sortie, mes options, mes scénarios. Pas le choix de partir, c'est un peu... J'avais pas le choix de partir, puis une fois que je pars, je peux plus revenir en arrière. Ben non, c'était une expérience à vivre. Mais comment, je veux dire, émotionnellement, ça a dû être... Moi, je pense que j'aurais fait une crise de panique. Là. Oublie ça. J'aurais fait le bécanateur. Il y a aussi l'idée the only way is forward. L'adrénaline qui rentre là-dedans, puis... Oui. J'imagine, Ben... J'étais dans un endroit, je me sentais chanceux. J'avais l'Internet, les gens savaient où j'étais. Oui, c'est vrai, t'étais pas dans un... J'avais un contact. T'as raison. J'étais pas laissé à moi-même. C'est un pays avec beaucoup de langues, mais on parle anglais. Tu peux débrouiller. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Les gens avaient peur des étrangers. T'es blanc en Inde, les gens se disent « Oh, hey, t'as peut-être le COVID. » Il y avait cette crainte-là. Donc, c'est sûr qu'il y avait plein de défis potentiellement si j'étais coincé, mais j'étais pas... Ouais, j'étais pas au point à avoir peur pour ma vie, ce que tu veux dire, mais ça reste que tu as le petit hamster qui roule toute la journée. C'est clair. Quand je suis arrivé, j'ai fini ma session à distance. Moi, j'avais des projets. J'avais entamé des projets. Podcast aussi que je voulais faire en Inde qui n'a pas vu le jour. En Inde, il y avait des discussions que j'avais entamées avec Olivier. Olivier, pendant ce temps-là, avait déjà démarré le concept d'explorer. Ouais. Puis, on était en conversation depuis plusieurs mois déjà. Moi, je m'embarquais durant l'été à faire mon dernier sprint de ma maîtrise parce que j'ai travaillé aussi pour une autre compagnie. Puis, quand est venu le temps quand j'ai terminé ma maîtrise, là, il y avait des discussions intéressante à avoir au niveau de c'est quoi qui se passe avec Explorer. Là, il y a des gens qui sont intéressés. Il y a mon expertise qui est valorisée. Puis, il y a des conversations à avoir avec des clients potentiels. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, Ali et moi, on s'était pas rencontrés physiquement, qu'on était devenus associés. 7 mois plus tard, je lui ai serré la main. On a travaillé ensemble officiellement depuis 7 mois, puis je lui ai serré la main pour la première fois. Incroyable. Ça a été le chemin qui m'a amené jusqu'à Explorer. Ben, je pense pas que ça m'avait donné autant de détails. Là. Pour vrai, pendant notre meeting préparatoire, c'est vraiment impressionnant. Puis je me demande, la question que je me pose depuis tantôt, c'est tes parents là-dedans? Pour vrai, non, mais comment ils voyaient ça? Je veux dire, d'avoir vécu autant de choses. Puis tu sais, je veux dire, juste le fait d'avoir ton titre d'ingénieur, travailler dans une entreprise, puis la vision des parents, c'est d'avoir un enfant qui... le moindre risque possible, la stabilité, tout ça. Fait que je me demande un peu la perception de là, on revient, là, on est bartender, on est serveur, là, on voyage un peu. C'était quoi le speech que tu avais? Est-ce qu'il y avait une belle ouverture ou il était comme, tu fais-tu des bons choix de vie? Sincèrement. Là. C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai pensé à mes parents en te racontant l'histoire. Mais j'ai pensé à ma mère en particulier. Ma mère, quand j'étais en Inde, était sur tous les téléphones à faire aller son réseau. Quand je suis revenu à l'aéroport, le problème n'était pas encore résolu. Moi, je suis potentiellement contagieux. Mes parents devaient garder la distance. Ils sont arrivés à 2 voitures. Je viens de me taper 40 heures de voyage, puis j'ai encore 2 heures de voiture à faire. Fait que là, il est minuit. Ma mère est à 3 mètres de moi. Les yeux en pleurs. Je suis contente que je sois dans le même pays. C'est quoi... Dans le fond, c'est quoi la perception de mes parents par rapport à ce parcours-là? Mes parents m'ont toujours dit... Ouvre-toi des portes. J'en suis reconnaissant pour ça. Je comprends. Par contre, une chose que j'aurais aimé qu'ils me disent, qui m'aident à découvrir, c'est comment fermer des portes. Puis ça, c'est un... De dire non, dans le fond? De dire non. Ça, c'est un skill hyper important que j'aurais voulu avoir développé
Dirais-tu que t'as peut-être point aujourd'hui, mais t'as été souvent un yes man, dans le fond, d'essayer de dire, il y a quelque chose on l'essaye, genre. Il y a on ça. le fait. J'adore l'idée de on n'est pas sûr, essayons-le, mais c'est aussi l'idée de on va faire un choix qui va multiplier les options. Mais éventuellement, il faut, dans la vie, ce qui va être le plus payant, ça va être de reconnaître ces options-là, il faut que je la ferme. Puis ces 10 portes-là, ben, il y a une porte-là qui mène à ceux-là, puis je la ferme. Fait que là, finalement, il y a tout un bord d'échiquier que sur lequel tu peux plus jouer. Ben, ça, c'est une habileté à développer. Puis ça faisait pas partie du discours de ma jeunesse. Mais le fait qu'on m'a encouragé à vivre des expériences, puis bien sûr d'aller voyager, puis travailler à travers le monde. Moi, mon désir de voyager venait main dans la main avec le travail. Donc, mes stages, je fais des stages à l'île du Prince-Édouard d'abord, puis je me rappelle la conversation que j'ai avec mon père. J'ai dit, cette option-là ici, à Montréal, j'ai cette option-là moins payante à l'île du Prince-Édouard. Ouais, mais à l'île du Prince-Édouard, tu vas voir du pays, ce que tu veux faire. Tu vas travailler dans une équipe de 12 personnes. Fait que là, tu vas apprendre un paquet de gens. Puis là, il me disait pas ça pour me convaincre. Il me dit, Rémi, ça, c'est tes mots. C'est toi que tu voulais ça. Il me l'a remis devant moi. Puis il me dit, ben, moi, je pense que tu la sais déjà, la solution. Moi, je t'appuie dans tout, dans l'un cas ou dans l'autre, mais de ce que je sais de toi, il me semble qu'il y a un choix qui est pas le plus évident. Mes parents ont toujours été à l'écoute, attentifs de ça. Puis je les ai challengés à travers mes voyages, volontairement ou involontairement. J'ai été dans des voyages par le passé. Il y a eu des situations où il fallait qu'ils laissent aller le contrôle. Très jeune, est-ce que tu connais Woofing? Ça dit quelque chose? Woofing? Woofing, c'est un acronyme pour Working on je pense que c'est Worldwide Working on Farms, quelque chose comme ça. Fait que l'idée, c'est d'aller travailler probablement sur une ferme. Puis de façon bénévole, t'es logé, nourri, puis tu fais quelques heures de travail. Il y a beaucoup de gens qui vont voyager en Australie, puis je pense qu'il y a un salaire relié à ça, mais il n'y a pas de restrictions. Ils viennent juste, puis... En Australie, ils ont vraiment... Ils encouragent ça de façon payée également. Ça vient avec le visa, essentiellement. Tu peux réappliquer pour un visa si tu l'as fait. Ils ont bien fait ça. Workaway aussi. L'idée, c'est... Je m'en vais là-bas, puis j'ai pas à payer pour mon logement, puis pas toute ma bouffe. Fait que c'est une façon économe de voyager. Je me rappelle... J'arrive avec mon plan, j'étais jeune, j'arrive avec ce plan-là à mes parents, puis je pense pas que ma mère va être contente que je vous raconte ça au micro. Sorry, mom. À ce moment-là, j'habitais chez mes parents, j'étais jeune. J'étais, je pense, à la fin de mon cégep. Puis je dis, j'ai un plan, j'ai tant d'argent dans mon compte en banque, puis j'ai fait mes calculs, puis je peux aller faire ça, je m'en vais en Espagne. Puis je fais juste leur dire, je m'en vais en Espagne, voici mon plan. Je leur demande pas, je leur dis. Puis il y a un moment de silence, puis ma mère qui pleure, puis qui se met à sangloter parce que, comme, attends, là, il semble que tu t'es pas laissé beaucoup de marge de manœuvre. T'as genre 1200 $, puis il va te rester 30$ dans ton compte si tout va bien. Là. Elle fait comme, ça marche pas. Elle regarde mon père, elle fait comme, mais là, dis quelque chose. Puis mon père, ben, il voit que j'ai appliqué la méthode qu'ils m'ont enseignée, c'est-à-dire d'arriver avec une proposition, puis un plan. Fait qu'il dit, ouais, mais il a fait un plan. Il a l'air préparé, là. Tu sais, comme... Fait que je voyais qu'il hésitait entre, ben, tu sais, va faire tes erreurs, tu sais, il n'y en a pas vraiment de problème, on va le figure out. Puis finalement, ils sont arrivés avec une alternative, puis mon plan s'est transformé en voyage à vélo dans l'Ouest américain parce que mon oncle était dans le coin, que j'ai pas vu du tout, finalement, durant mon voyage. Mais ça les rassurait, quand même. D'avoir un contact si jamais. Il y avait cette idée de, ben... Tranquillement, tu sais, je les expose à, ben moi, je veux faire ça. Ah, OK, trouver une alternative. Puis éventuellement, il y a eu du let go de, ben Rémi, il y en a vu d'autres. Tu sais, il va figure things out. Puis on n'a pas à se préoccuper. Mais c'est normal, mettons, tu te mets dans les souliers de nos parents, de tes parents, qui, ils ont pas vu ton parcours encore, tu sais. Fait qu'ils s'imaginent le Rémi que tu es en ce moment, qui n'a pas vécu encore ces expériences-là, mais plus t'en fais, plus c'est comme, ben oui, t'es fait pour ça, puis c'est correct, vas-y mon cher, tu sais, mais puis je fais une petite parenthèse personnelle par rapport à ça, quand je me suis lancé en affaires, quand j'étais jeune, j'avais, je pense 17 ans, puis j'ai lâché ma job, que je travaillais au McDo, puis j'ai dit, regarde, je vais lancer mon entreprise, tu sais, puis j'ai comme dit un semi-plan, j'ai dit,
Regarde, cet été, je vais travailler sur aller chercher la clientèle, puis dès que j'ai un contrat, je vais te le montrer. Puis ça va être la preuve qu'il y a une réussite, puis je peux poursuivre. Si dans le cas échéant, j'en ai pas, je vais retourner porter mon CV, puis je vais aller me chercher une autre job. T'sais. Il dit, OK, fine, parfait. Oui. Mais c'est juste de faire comme. Et puis dire, à la place de dire, gamme, je fais ce que je veux, puis t'as pas de décision, essaye de montrer que tu as un planning, puis tu as une direction, puis que tu veux te rendre là, puis dans le pire des cas, voici mon plan B. Puis Ben oui. là, ça fait du sens. Ah oui, fait c'est Mais parenthèse. ça, ce format-là est, à mon avis, crucial. Mm. Tu as, dans ce cas-ci, un parent à convaincre. Mais la réalité, c'est que tu auras toujours quelqu'un à convaincre. En tant qu'entrepreneur, tu t'achètes pas la paix d'esprit de prendre tes décisions par toi-même. Non. Ah oui. Tu vas. La prochaine personne que tu dois convaincre, c'est un investisseur, c'est un client, c'est un employé. 100%. Tu auras toujours quelqu'un, tu auras toujours à vendre quelque chose à quelqu'un. Ah ouais. Puis ça passe à travers des voici, j'ai fait mes devoirs, ça va ressembler à ça. T'embarques-tu? Ouais. Tu me fais-tu confiance? Ouais. Pour un parent, c'est juste de dire tu me fais-tu confiance que je prenne mes propres décisions. Pour un investisseur, c'est confie-moi de l'argent, puis je vais te revenir avec 100%. un retour sur ton investissement. Ouais. Un employé, c'est fais-moi confiance, puis on va avoir du fun à travailler. Les clients, c'est fais-moi confiance, puis je vais résoudre tes problèmes. À chacun, ça passe à travers fais-moi confiance, j'ai un plan, puis je te le montre le plan. Si n'importe quel entrepreneur est d'abord un vendeur. 100%. Puis, 100%. je pense que ça s'apprend, entre autres, là ça commence là, tu as des parents qui croient en toi, puis qui disent montre-moi que tu as un plan. Ah, OK. Justifie, parfait. Ouais. Et non pas complètement barré de. Oui, c'est ça. Non, il n'y en a pas question, il y a un chemin, puis je l'ai décidé pour toi. Non. L'idée d'apprendre, puis apprendre, là, ça, c'est crucial dans notre réalité en ce moment. Là, on y reviendra, mais l'idée d'apprendre à faire des choses, puis d'apprendre à faire des erreurs, puis d'essayer pour pouvoir se rendre à la prochaine étape, ben ça passe par la permission qu'on se donne quand on est jeune, que nos parents nous donnent, mais d'abord qu'on se donne. Tu sais, je pense que les jeunes qui écoutent, parce que comme je t'ai dit, c'est du 25-35, fait comme des jeunes qui écoutent puis qui disent, hey, je sais pas, j'ai une belle opportunité d'emploi, j'ai envoyé mon CV, tu sais, j'ai essayé de les contacter, c'est un non. Mais arrêtez de prendre, faut arrêter de prendre le non comme si c'est un final, tu sais. Tu sais, c'est de rester en contact avec ces gens-là, d'offrir peut-être quelque chose de différent, mais tu sais, de démontrer un effort de dire, c'est peut-être un non là, mais c'est peut-être pas un non dans un mois, tu sais. Puis d'entretenir ce genre de discours-là, tu sais, puis c'est ça. Puis même si c'est un non, ben ça reste une belle, on en a parlé, mais c'est une belle, un beau contact, quelqu'un dans ton réseau, tu sais, comme, faut pas voir ça négativement, ça fait partie du parcours aussi. Le non nous permet de comprendre peut-être ou d'apprendre, mais c'est la conversation qui est le plus intéressant, le plus pertinent pour l'apprentissage. On peut formuler tout sous une demande de « je veux ça », puis ça va probablement pas marcher. Ensuite, on peut le formuler sous l'angle de « tu veux ça, je l'ai pour toi, puis moi je veux ça ». Est-ce qu'on a un deal? Ça, on se rapproche déjà d'une solution. Sure. Puis ce qui va marcher, à mon avis, la majorité du temps pour un pitch de vente, c'est « tu veux ça, je l'ai déjà compris, puis je l'ai déjà fait pour toi ». Exact. Puis moi, j'aimerais ça qu'on continue à faire des affaires ensemble. J'ai des choses qui pourraient t'intéresser. J'ai d'autres choses qui pourraient t'intéresser. Fait qu'il y a l'idée de j'arrive déjà avec une solution à ton problème. Pas nécessairement quelque chose qui m'a coûté du temps puis de l'argent à faire. C'est un petit investissement qui dit regarde, je comprends tellement bien ta réalité là, que j'ai déjà résolu un de tes problèmes. Puis 100% ce que tu dis, puis tu sais, je pense que tu vas peut-être pouvoir enchérir là-dessus, là, mais tu sais, en affaires, que tu sois dans le produit ou dans le service, de miser sur soi, tu sais, pourquoi je ferais affaire avec Rémi, pourquoi je ferais affaire avec Anto, tu dois avoir la meilleure, mettons, je prends l'exemple du marketing, la meilleure création vidéo dans le monde. Tu te dis que c'est le meilleur service client, mais c'est comme, mais j'ai pas plus le goût parce que je te connais pas encore. Tu me fais pas confiance, tu sais, comme, démontre-moi ton track record. Ça se bâtit over the years, puis tu sais, de bâtir une communauté, puis de montrer ce que tu fais et tout ça, mais juste dans la rencontre initiale, de parler aux gens, puis d'être honnête puis d'authentique. Arrêter de vendre puis d'avoir le script. Moi, je déteste ça, là, dans la vente, puis d'avoir un... Tu peux avoir une ligne directrice, là, mais tu sais... Il faut commencer quelque part. Si ça commence avec un script, so be it.
Ben oui, that's fine, exact. Puis je sais qu'il y a des formateurs en vente qui vont dire, tu sais, ben c'est une formule gagnante, ça fonctionne pour beaucoup de gens, mais tu sais, c'est trop un peu ta sauce, je pense, puis de l'amener comme tu veux. Mais tu sais, de miser sur soi, de dire pourquoi moi, pourquoi encore une fois, j'irais dépenser de l'argent dans ton entreprise quand si je comprends pas ta valeur, tu sais, je comprends pas ce que tu fais. Ce que je m'apprête à dire, c'est pas facile, là, mais être prêt à vivre du rejet, c'est hyper important. Le rejet va faire partie de la game. Sure. Puis, il y a, je ne me rappelle pas c'est de qui cette citation-là, c'est un de mes collègues qui me l'avait montré. Okay. C'est un artiste, je pense, de jazz qui dit « Apprends à jouer de cet instrument-là, apprends à lire la musique, puis après, joue, puis oublie tout à propos de ça. » L'idée, c'est construis-toi des bonnes habitudes, puis après, oublie les règles, puis fais juste surfer ou improviser. Puis c'est un peu ça l'idée du script, c'est tu commences avec quelque chose qui est rigide. Puis à un moment donné, tu vois c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas. Puis éventuellement, ça devient ton propre message. Puis éventuellement, tu le dis tellement souvent que tu n'as plus besoin. C'est ça. Ton script, c'est plus un script, c'est ton discours. Ça fait partie de la game, là, finalement. Mais d'apprendre à se vendre. Puis je veux dire, que tu sois un entrepreneur ou un employé, faut que tu te vendes dans le quotidien avec ton employeur. Ou tu montres de la valeur, de dire hey, écoute, moi, je vais prendre des initiatives ou OK, je vais être augmenté mon salaire. Mais qu'est-ce que tu as fait? T'sais, justifie-moi cette augmentation. Qu'est-ce que tu peux m'amener? Ah ben je sais pas, je le mérite. Attends, là. Non, mais pour vrai, démontre-moi un peu ce que tu veux bâtir avec moi. Ben, ça, c'est un bon point. Tout est une négociation, tout est une vente. La négociation, faut pas oublier que c'est pas de trouver elle est où la ligne où est-ce qu'on coupe au milieu, là. L'idée, c'est pas de diviser ce qu'on a. Moi, je suis un fervent de ce dicton-là de on fait en sorte que la tarte soit plus grosse. Make the pie bigger. Et non pas juste mieux couper la tarte. L'idée, c'est que c'est pas moi, je me bats contre toi contre la plus grosse portion de tarte. Non, c'est hey, toi puis moi, vu qu'on va faire ensemble, là, la tarte qu'on va se séparer va être plus grosse que si je le faisais tout seul ou si tu le faisais tout seul. Ça, c'est une négociation, ça. Puis, comment on se rend là? L'idée, c'est de se rendre à une conversation où est-ce qu'on comprend mieux c'est quoi que toi, tu as besoin versus c'est quoi que moi, j'ai besoin. Parce qu'il y a des choses que toi, tu n'oseras pas me demander ou que tu vas me demander en me disant « Ça, c'est un gros bout. » Puis moi, je vais me dire « Ah, ben ça, je le donne volontiers contre ça. » Puis finalement, on se rend compte que ce que tu as vraiment besoin puis ce que j'ai vraiment besoin, ce sont deux choses qui, de nos perspectives, sont inégales. Toi, tu accordes plus de valeur puis moi, j'accorde plus de valeur à ça. Ouais. Ça, c'est de la bonne négociation. Parce que soudainement, chacun a l'impression qu'il part avec une plus grosse part de l'autre parce que notre priorité... Si tu es un jeune parent, ta priorité, c'est probablement d'avoir plus de temps. Exact. Si tu es un jeune entrepreneur, d'avoir des introductions à d'autres entrepreneurs, à des financiers, ça a plus de valeur que de te faire donner plus d'argent, plus de dollars en ce moment. Si tu es aux ventes, probablement que ce que tu veux, c'est d'avoir plus de dollars. Mais si tu es aux ventes puis tu comprends la réalité de ta business, puis tu dis là, en ce moment, on a un jalon important qui s'en vient, on a telle annonce qui se passe dans 3 mois, puis j'ai besoin que les bonnes personnes écoutent. Tu peux me faire des introductions? Hey, je peux te donner 10% de rabais. Tu me fais cette introduction-là, il n'y en a pas de problème. Tu savais même pas que j'avais besoin de ça. Mais là, parce que nous, on a la conversation qui s'appelle une négociation, puis que je t'ai révélé en toute confiance, hey, moi, en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. Tu te dis, hey, je peux t'aider avec ça. Comme tu peux m'aider. Ben écoute, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse des affaires ensemble. Puis je vais m'assurer que toi, puis tes investisseurs ou toi, puis ton exécutif soyez contents. Fait que le marché t'offre ça. Puis je te donne le rabais que tu m'as demandé. On est tous les deux, on part de là en se disant, hey, quel succès. Ça, c'est de la négociation. Fait qu'il faut pas oublier que c'est pas celui qui parle le plus fort. C'est pas celui qui tire le plus fort sa couverture. C'est celui qui comprend mieux la réalité de l'autre. Comprend mieux, puis comprend exactement les besoins les réels de l'autre. Puis tantôt, tu as mentionné un bon mot. On prend un entrepreneur qui est dans la tête d'une entreprise avec des employés. On peut se dire, sa valeur en ce moment, là, c'est le temps qu'il porte dans son entreprise. Fait que tu lui dis, si on prend, mettons, Explorer, on prend des automatisations, monsieur ou madame, qu'est-ce que tu dirais si je pourrais te faire sauver 5 heures par semaine, que tu aies plus de temps avec ta femme, ton chum, ton enfant? Juste en implantant ça. Ou on peut y aller au niveau financier. Non seulement je te sauve 5 heures, mais je te sauve un salaire annuel, peut-être. Ou la moitié. Ou, mais là, ce que tu amènes, ça touche
au message central de ce que Explorer, la compagnie où je travaille désormais, on est 40 désormais. Ça fait 6 ans qu'on est en opération. Puis ce qu'on offre, c'est, oui, de l'automatisation. Ouais. Puis il y a 6 ans, il n'y avait pas de ChatGPT. Là. Mais on disait, hey, nous autres, on sait faire de l'intelligence artificielle. Ça ressemble à quoi de l'IA avant ChatGPT? Ben, moi, je me rappelle, quand j'étais à mes études, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me dit « Ah, moi, ça me fait penser à Terminator. » Puis c'est vrai, il y avait encore cette mentalité-là de « Wow, OK. » La fin du monde. La fin du monde. Puis là, ChatGPT est arrivé, puis les gens se sont dit « Ah, c'est ça l'IA. » Mais wow, ça, c'est une des facettes de l'IA. C'est pas la finalité. Là, maintenant, ce qui est avant ChatGPT, on appelle ça de l'IA classique. L'IA classique, là, c'est de la prédiction, de la détection. Aller identifier sur une image ou aller identifier à travers des signaux. J'y reviendrai plus tard. Puis de la recommandation. Ça, c'est l'IA classique. L'IA génératif, c'est de produire ou d'interpréter du texte. En fait, tout ce qui est donné non structuré. C'est un peu geek comme terme, mais essentiellement, c'est des choses qui ne font pas dans un tableau Excel. Donc, des images, du texte, du son, des vidéos. Essentiellement, tout ce qui se perçoit par les sens, là, c'est des données non structurées. Ben ça, l'IA génératif, ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien là-dessus. Puis notre message, quand on travaille avec notre clientèle, quand on entame les premières discussions avec nos futurs clients, ben on leur pose ces questions-là. Où tu mets ton temps? Où tu mets ton argent? Puis c'est où tu as de la difficulté à embaucher? Où tu as de la difficulté à embaucher, c'est probablement parce que c'est quelque chose qui est un peu répétitif, qui est irritant, qui n'est pas le fun à faire. Ça, c'est un beau cas pour automatiser. Ensuite, la prochaine question à se demander, c'est OK, ça arrive-tu souvent? Est-ce que tu mets vraiment du temps là-dessus ou c'est juste que ça te gosse, mais ça arrive une fois par mois? Oui, c'est un réel besoin. Voyons voir, là, l'investissement en vaut-tu la peine? Ce qu'on appelle, le terme classique, c'est ROI, là, retour sur investissement. Puis, si on a un ROI, si on a un cas bien clair de où on veut l'appliquer, ben, ça va prendre quelle forme? Tu as déjà des outils dans ta compagnie. Est-ce que tu veux qu'on aille donner de la visibilité, développer des dashboards qui t'aident à prendre une décision, c'est-à-dire faire de la recommandation, ça peut être simplement voici tes options, puis celles que je te recommande, ou de la prédiction, ça peut être simplement de dire, ben, dans les 20 dernières années, ta consommation d'électricité ou ta demande de telle matière, ou les gens veulent tes tondeuses à telle unité, tant d'unités par semaine. Bien là, juste le fait de savoir ça fait que quand tu es en train de prévoir tes achats, ta production, ben tu vas pouvoir mieux cadencer les matériaux que tu as besoin, les machines qui vont rouler, le personnel que tu vas avoir besoin d'embaucher. Il va falloir que tu gères des vacances, il va falloir que tu gères de l'overtime, des chiffres comme ça. Ben, quand vient le temps d'optimiser ça, nous autres, on peut t'aider avec ça. Ça s'appelle de l'ordonnancement. Tout ça pour dire, là, on a un paquet de use cases, de cas d'usage où est-ce qu'on peut appliquer l'IA, mais au final, ça revient à « je te fais sauver du temps ». Ou, si c'est pas du temps que tu as besoin, ben je te fais donc sauver de l'argent. Exact. Parce que tu peux mettre ce temps-là sur d'autres tâches. Ou si ce qui est ton irritant, c'est ni un ni l'autre, c'est que tu as du travail à faire et tu ne trouves personne pour le faire, bien, soudainement, tes 2 employés qui sont là-dedans, ils peuvent faire le travail de 10 personnes. Fait que tu n'as pas besoin d'embaucher 8 personnes. Oui, puis tu sais, je pense que c'est aussi, il y a une valeur de système, tu sais, d'avoir des systèmes qui sont implantés qui font du sens, là, plutôt d'être séparés. Si on prend le fameux exemple des fichiers Excel qui finit plus, là, tu sais, qui sont connectés avec des mauvaises références, comme, tu sais, c'est souvent le cas, malheureusement. Il y a encore des entreprises qui ont des chartes d'horaires sur Excel, là, tu sais, fait comme, c'est un peu triste. Absolument. Mais tu sais, un propriétaire d'entreprise qui dit, moi, nous, on a un système, on sait à quoi s'attendre, on est formé là-dessus, les gens aussi l'utilisent bien, on peut juste scaler de cette manière-là. Oui. Éventuellement, dans notre travail, nous, on est exposé à des réalités justement comme ça où est-ce que les gens nous disent ben j'ai ça qui marche pas, puis on leur offre des suggestions. Mais quand ça fait plusieurs fois que ça arrive, ça devient intéressant de le packager. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a des compagnies qui naissent qui disent ben j'ai une solution pour ça, un produit. Puis nous, on a lancé notre premier produit en septembre dernier. Ça fait déjà 16 mois qu'on travaille dessus. Pourquoi 16 mois? Pourquoi en septembre seulement qu'on le lance? C'est parce qu'on travaille avec des partenaires, justement, pour que le produit réponde à un besoin réel. Là, on parle avec des gens qui ont cette réalité-là, puis on sait qu'il y en a d'autres. Là, on est rendu dans le pitch. On a un produit, ça marche. C'est dans le milieu de la construction. Ça s'appelle Estime AI. C'est pour l'aide à l'estimation. Fait que le problème, c'est le même que tu as nommé tantôt. Je veux sauver du temps. Un processus d'estimation, c'est fastidieux. De un, il faut que tu regardes attentivement des dessins d'ingénierie et des devis. C'est des documents qui sont de l'ordre de 10 à 600 pages.
dépendamment de l'ampleur du projet. On voit, OK. Donc, c'est d'étudier ces documents-là, de mettre du temps à compter les équipements que toi, en tant que contracteur, tu vas vouloir acheter, installer, positionner, là, mettre le filage, visser les vis, tout le temps manuel à mettre sur l'installation de ça. Donc, c'est pas juste d'avoir la bonne quantité d'équipements, c'est le temps que ça va te prendre pour le faire, puis le coût de déplacement. Fait que toi, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es en business. Tu sais que dans la construction, quand il faut que tu installes des luminaires, puis qu'il y en a une vingtaine par étage, ben ça va te prendre tant de journées à tant de gars. Tu as déjà des règles du pouce. Sure. Mais l'idée, c'est qu'il faut quand même que tu ailles voir dans les 5. OK, c'est un étage, mais il y en a combien? Là? C'est une job normale de 20 luminaires. Ah non, celle-là, il y en a 45 par étage. OK, cool. Puis en plus, ben ça, c'est un hôpital. Fait que faut qu'il y ait des standards de ignifuge, donc résistance au feu pour les fils électriques. Ben là, détail sur détail sur détail qu'il ne faut surtout pas qu'il échappe parce que quand il met sa soumission puis qu'il dit « Moi, je te fais cette job-là à ce prix-là », c'est une promesse. Tu peux pas le changer en cours de route? Ben, une fois que c'est ben, ça dépend. Au niveau du gouvernement, dans des appels d'offres, non. Okay. Dans des conversations où est-ce que c'est une négociation, est-ce que je te dis, ben moi, de ce qu'on a discuté, voici ma position. Tant que c'est pas signé, tu peux changer. Mais dans un appel d'offres, essentiellement, une soumission, c'est moi, le deal que je te donne, c'est ça. Okay. Le gouvernement évalue les propositions, puis il choisit son préféré. Fait que tu veux t'assurer de tous ces détails-là avant de l'envoyer parce que tu dis « Oh merde, j'ai pas calculé, puis il est trop tard, je vais perdre de l'argent. » Si tu manques une information, c'est à tes frais. C'est ton problème. Puis si tu te donnes trop de buffer, quelqu'un d'autre a le mandat. Mais tu sais, même dans un cas peut-être d'un client un particulier ou un résidentiel, peu importe, ben, ou commercial, mais tu sais, ça reste que tu as des attentes avec ton client. Fait que tu as des choses à respecter. Fait que des fois, est-ce qu'il va être prêt à accepter l'augmentation de prix, justement, il y a des choses qui ont été calculées, ouais, mais je te paye justement pour être prévoyant. Fait que ça peut être challengeant. 100% c'est discutable. Au final, ce genre de problème-là, c'est ce qu'on appelle un cost center. C'est une source de coût. Toi, faire l'estimation, là, ça ne t'a rapporté aucun argent jusqu'à maintenant. Exact. Puis jusqu'au moment où tu envoies la soumission puis que tu attends le retour, tu viens de dépenser du temps et de l'argent si tu as fait affaire avec certains de tes employés, juste pour avoir l'opportunité de pouvoir peut-être faire de l'argent sur le prochain contrat. Donc ça, il y a un immense avantage à réduire le temps et le coût que ça te prend à mettre là-dessus. C'est un immense irritant. Chez certains de nos clients, c'est des shops de 20 employés. Tu as l'entrepreneur fondateur qui, lui, se tape les estimations. Okay. Parce qu'il se dit, moi, mes gars, ils vont aller sur les bonnes jobs, mais il n'y a personne qui est capable de faire l'estimation comme moi. Ou il y a tellement le risque, le fondateur veut être sûr de faire la passe. Malheureusement, dans des petites shops, ben, ça va être la réalité. Fait que ce qu'on leur vend, c'est de la paix d'esprit, c'est du temps. Oui. Mais pour des grandes compagnies, d'autres de nos clients qui ont jusqu'à 30 000 projets comme ça par année à évaluer, eux autres, ce qu'ils veulent sauver, c'est pas le risque de bider. Non, ils en bident, là, chaque semaine, ils en bident des centaines. Non, ce qu'eux autres, ils veulent se sauver comme douleur, c'est d'avoir une équipe dédiée à faire la lecture de ces documents-là. Juste pour vous donner une idée, là, ça prend en moyenne, là, de ce qu'on a entendu, plusieurs jours à faire une estimation. Ça peut aller dans des cas complexes jusqu'à 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent approuver de genre quelqu'un qui fasse sa relecture? Ou... Il faut avoir différentes expertises. Si tu es un entrepreneur qui touche à plusieurs dossiers, tu as plusieurs expertises, tu dois faire la lecture du devis, tu dois taper les plans d'ingénierie. Puis en plus, pendant que tu fais cet exercice-là, il y a ce qui s'appelle des addendas. Donc, il y a des modifications. C'est-à-dire, on a changé d'idée pour telle affaire. Fait qu'ils resoumettent le devis puis le plan. Fait que là, il faut réévaluer. Il y a des pertes de temps considérables, mais disons que tout se passe bien. Un processus qui passe à travers un document moyen, comme je te disais, c'est 10 à 600 pages. Hein. Un document, ça peut prendre plusieurs jours, au-delà d'une semaine. L'outil qu'on a développé, ça le fait en 10 minutes. Fait que le calcul est assez simple. Après ces 10 minutes-là, tu sais, hey, je vais-tu ou je vais pas? Est-ce que c'est un go ou pas un go? J'ai-tu la main-d'œuvre pour faire ce genre de projet-là?
Puis ensuite, ça me donne tout de suite un ballpark. C'est-à-dire que dans mon estimation, là, je suis pas en train de voir, je manque-tu un 20 000 $, quelque part? Non. On est en train, la grosse partie est faite, là. Tu es en train de voir, de s'assurer qu'il manque pas une centaine de piastres quelque part. Il n'y a pas la clause des fils lignifuges là, que tu t'assures oublié, toujours, est-ce qu'il y a une marge d'erreur ou tu dirais que c'est même le côté humain, il y a plus de chances d'être erroné que le programme avait estimé? Là? L'outil que nous, on a développé permet la correction. C'est-à-dire qu'on peut le bonifier au fil du temps. On peut rajouter des annotations. Fait qu'il y a cette validation-là de l'estimateur ou de l'entrepreneur. Puis, on juge que c'est crucial. Ouais. Il y a des entrepreneurs qui nous disent « Mais si je peux valider la job, finalement, qu'est-ce que je sauve? » Puis la vérité, c'est que pour nous, c'était important de ne pas automatiser l'entièreté. De un, on se rend juste à un relevé de quantité. C'est la partie cruciale qui prend beaucoup de temps. Mais au-delà de ça, toi, tu as ta façon de faire. Donc, tu vas l'installer en tant de temps, avec tant de personnes, avec tant de matériaux. Ça, c'est de ton côté. Mais on t'a aidé rapidement à savoir si tu as un projet pour toi, puis c'est dans quel ballpark. As-tu besoin de 2 gars ou tu as besoin de 12 gars ou tu as besoin de 20 gars? Fait que l'idée, c'est que rapidement, tu peux savoir j'y vais-tu ou j'y vais pas. Puis ce qu'on lui a offert à cet estimateur-là ou à cet entrepreneur-là, c'est de la paix d'esprit. OK, le job a été fait rapidement. Maintenant, je peux valider l'information, regarder, jouer à « Ouais, Charlie », c'est-à-dire, y a-t-il quelque chose qui a été manqué, plutôt que l'inverse, de devoir identifier tous ceux qui ne sont pas marqués. D'autres, là, ça ressort tout en couleur. Fait que ceux qui ont été identifiés, tu les vois clairement. Alors que c'est un plan d'ingénierie où est-ce que tu as 200 luminaires à aller identifier. Ben, tu tentes de patience. C'est comme si tu fais un casse-tête à 2000 morceaux. Là. Tu te sors une bonne lumière, puis tu traces, puis tu traces. Puis maintenant, il y a des outils qui se font à la souris, là, mais l'idée, c'est quand même que tu vas un par un. Fait que le gain de temps, de casse-tête et d'argent est évident. Oui, c'est un bon argument de justement dire, ça donne un excellent départ pour évaluer justement est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin dans le projet ou de passer à un autre. Du moins, plutôt que de faire tout le projet. Mais 3 jours, j'en viens. Puis, c'est de passer à travers, j'imagine, évidemment, plusieurs personnes, 3, 4 personnes, de relecture. C'est extrêmement long pour dire finalement, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est payant de le faire ou non? Fait que c'est beaucoup de. C'est un risque en temps et en argent si on ne le fait pas, je trouve. On parlait des négociations. Là. Il y a différents leviers sur lesquels on peut appuyer. Mais le risque, le temps, l'argent. Ce sont tous des points de douleur, là, ce qu'on appelle des pain points qu'on veut aller soulever, qu'on veut aller libérer. Fait que dans le cas d'estimer, nous autres, on s'est attaqué à ça, mais dans le cas d'explorer, c'est parle-moi de ta business. Ça ressemble à quoi? Puis la réalité, c'est que nous, on travaille beaucoup avec des compagnies qui ont plus de 20, 30, 50 employés. Mais ceux qui ont, disons, une trentaine d'employés ou ceux qui sont 2 employés, dans ce range-là, où est-ce que ils apportent de la valeur, ils ont des clients, puis il y a des choses à automatiser, mais d'avoir un outil où est-ce que on va automatiser spécifiquement pour ta business, tu te demandes, j'ai-tu besoin d'automatiser ça ou de mettre cet argent-là pour développer une application juste pour moi? Maintenant, il y a un paquet d'outils qui permet de le faire. ChatGPT, moi, en fait, moi, j'utilise Claude là, de Google, c'est Google? Non, c'est Amazon qui supporte Anthropic. OK. Donc, il y a les 3 gros joueurs, là, Gemini de Google, Claude de Amazon, puis ChatGPT de Microsoft. Puis moi, à travers ces outils-là, j'automatise un paquet de trucs. J'utilise des workflows. Ça, c'est le fun parce qu'en ce moment, les workflows, c'est le terme qui est utilisé. Si vous googlez ça, dans le copilote, il l'a déjà. J'ai vu que Gemini l'a sorti cette semaine. Et avec l'autre, je l'utilisais déjà à travers d'autres outils. Mais essentiellement, c'est que tu dis, moi, je te donne permission d'aller voir mes courriels. Moi, je te donne permission d'aller révisiter Google Flight. Moi, je te donne la permission d'aller essentiellement sur différentes applications. Tu te connectes. Puis moi, je l'avais déjà connecté à une base de données locale. Je ne fais plus vraiment de programmation dans mon travail, mais il y a des sites web qui définissent super bien en 5 points comment créer une base de données locale. Puis je le recommande à quiconque. Là. C'est un peu weird de dire ça, base de données locale. Pourquoi? Local, parce que c'est à toi, c'est de ton côté. Fait que tu n'as pas besoin d'Internet pour ça. Tu as besoin d'Internet pour utiliser Claude, mais tu n'as pas besoin d'Internet pour avoir accès à ta BD. OK. Avez-vous déjà essayé de faire des mathématiques avec un outil LLM? Ce qui se passe avec ça, c'est ça va
ça va faire des erreurs. Ça va halluciner des réponses, surtout si c'est des calculs plutôt élaborés. Par contre, ça va te sortir les bonnes équations. Moi, j'ai posé une question en finance l'autre jour. Il y avait une fonction que je me rappelais que ça existait. Je me rappelais pas trop le nom, fait que je la décris. Il me dit « Ah, tu parles de telle fonction. » Puis il me sort la fonction. Je suis comme, la fonction, elle est la bonne. Mais si je lui dis de l'appliquer, là, l'exposant, puis mettre les différentes variables dans son équation, il va être pourri. Par contre, si je lui donne un outil comme une base de données ou un chiffrier Excel ou peu importe là, ce qu'on appelle, ce qu'eux appellent des connecteurs, soudainement, il converse avec toi, il fait comme « Ah, tu veux que je fasse ça? Parfait. Je vais utiliser ma calculatrice, en l'occurrence, la base de données. » Ou j'utilise pour structurer l'information. C'est comme « Hey, là, on vient d'échanger sur comment bien répondre à ce type de demande-là avec le gouvernement, demande de financement ou appel d'offres. » Tu sais, des documents qui sont exigeants, qui sont réglementaires, qui sont très structurés. Là. Je fais comme « Hey, là, j'ai quelque chose qui marche bien. » Toutes les données, les documents que je t'ai donnés, tu veux-tu storer ça dans BD? La prochaine fois que je te pose une question, tu vas partir de là plutôt que de repartir de zéro. Fait que la prochaine fois, soudainement, il n'y a pas besoin de me poser autant de questions. Parce que moi, j'utilise ces outils-là de cette façon-là. Je ne dis pas quelle est la réponse à ma question. Je dis qu'est-ce que j'ai besoin de te donner comme information pour faire une soumission qui est bonne pour ça, pour tel objectif, pour telle raison. Ah, mais je vais avoir besoin de ça. Puis, avez-vous besoin de le faire de façon professionnelle ou pour... Je veux qu'il y ait cet échange-là. Il y a un talent à poser la bonne question, la bonne tournure de questions, les bons mots, les bons prompts. Ça revient à... Ça fait quoi maintenant? Ça fait 20 ans plus que ça, là, ça fait un peu plus que 20 ans qu'on pose des questions à Google, puis que ça nous dit, sur le web, voici la réponse de ce que tu cherchais. Puis ça va nous sortir quelque chose qui n'est pas adapté parce que peut-être que la question était trop vague. Si c'était trop long, comme il n'y avait pas de mots-clés. Puis là, en ce moment, on utilise ChatGPT et les autres de la même façon. Mais à mon avis, c'est pas ce qu'il faut faire. À mon avis, il faut se faire guider. Il faut le voir comme si c'était un sensei ou comme un guide un mentor. Là. Spirituel. Un bon mentor, là, tu lui poses une question, qu'est-ce que je devrais faire pour ça? Il va te le spinner sans que tu t'en rendes compte, puis il va te redonner la question. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire dans ce genre de situation-là? Si c'est ça. Un mentor, là, ça veut que tu trouves la réponse. Parce que si tu choisis la réponse, tu vas y adhérer, d'une part. Puis c'est aussi que tu vas passer à travers le cheminement de comment te rendre là. L'idée, c'est que c'est comme si je pêche pour toi, tu manges pour aujourd'hui. Si je t'apprends à pêcher, tu manges pour toujours. C'est un peu l'idée. C'est 100%. Si je réponds à ta question, tu vas revenir me voir la prochaine fois. Si je te montre c'est quoi le cheminement pour répondre à cette question-là, tu vas me sacrer à paix. Fait que l'idée, c'est que avec un outil comme les Large Language Models, là, les LLM, on devrait les utiliser comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour ça? Aide-moi à décortiquer ce problème-là. Quels sont mes angles morts? Moi, j'utilise aussi le FFOM, là, le SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà. Et je l'utilise à toutes les sauces. C'est-à-dire, je pose ma question, je suis rendu là. OK, parfait. Ça, c'est ma proposition ou tel... je postule pour tel projet ou tel poste ou tel... peu importe quelle est ma soumission, il y a quelqu'un qui va le recevoir et le juger. Parfait. SWOT this. Fais-moi l'analyse force-faiblesse. OK, mais t'es qui, toi? Moi, je suis Rémi, puis j'ai ça, c'est ça. J'ai probablement déjà donné un paquet d'informations sur moi. Voici l'angle. En fonction de ce que tu connais de la situation, quelles sont les informations qui pourraient être vues comme une menace, comme un objectif. Fait que là, il va me sortir, moi, je t'ai produit ça, mais la vérité, c'est qu'il y a quand même ces éléments-là qu'il faudrait valider. Ah, parfait. Je vais aller compléter l'information, je vais aller chercher l'information ou je vais reconnaître qu'effectivement, ça, c'est une faiblesse. Donc, simplement de le faire ressortir. Donc, l'idée, c'est que tu veux être challengé par les outils et non pas dire c'est quoi déjà la tour en Italie, la tour de Pise? OK, cool, merci. Non, ça, à mon avis, c'est une opportunité manquée d'utiliser les LLM que pour ça. Puis nous, on le fait pas vraiment pour nos clients. C'est-à-dire, on va montrer comment utiliser ces outils-là. On va pas le faire pour nos clients. Fait qu'on fait de la formation, on accompagne. Puis la première étape pour se rendre vers des automatisations plus compliquées comme des workflows et des logiciels personnalisés, c'est d'abord de dire, goodie, là.
Va voir ce que tu peux faire avec les prompts. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu fais souvent que maintenant tu peux automatiser ou que tu peux automatiser jusqu'à un certain point. Puis là, on va te montrer la prochaine chose jusqu'à ce qu'on se rende à hey, là, tu as automatisé 3-4 affaires, là, puis on peut te les packager ensemble, puis on peut se rendre jusque-là, la prochaine étape. Ah, OK, ça vaut la peine. Là, on a trouvé un cas d'usage où est-ce que l'automatisation en vaut la chandelle. Puis ça, là, c'est une formule qui existe depuis des décennies. C'est juste que ça portait un autre nom. Là. C'est l'idée, je pense que c'est un FIPEC. Là. L'idée, c'est de je ne me rappelle pas c'est quoi l'acronyme, mais d'évaluer le processus d'entreprise. Tous les processus d'entreprise. Fait que, je sais pas, à travers un questionnaire, je te dis, mais comment tu fais pour te rendre là, pour produire tel document, pour échanger telle information, pour collaborer avec tel collègue, quel contrat, quel formulaire, quelle commande, quelle matière première, quelle machine, tu sais, c'est qui met à on les lumières. Peu importe c'est quoi qui fait en sorte que dans ton usine ou dans ton restaurant, ça marche, on va le cartographier. Puis plus c'est défini, mieux c'est. Puis après, ben... On regarde ça, ce lien-là, est-ce qu'on peut le... Exactement. C'est intéressant, ça. L'idée, c'est que si tu vas suffisamment dans le détail, tu peux voir, OK, ben il y a tel employé névralgique, il y a tel processus qui est répété à un paquet d'affaires. Fait que il est juste utilisé une fois là, mais on l'utilise dans 15 processus, on va l'automatiser. Là, on peut voir l'opportunité de l'automatiser. Tu le vois visuellement aussi, tu le vois, OK, oh mon Dieu, je comprends. Oui. Fait que le FIPEC, ben, c'est. Je suis même pas sûr que c'est le bon acronyme, là, mais. Il y a des consultants que leur job, c'est. Ils rentrent, là, puis ils font des questionnaires avec tout le monde. Ils posent des questions. OK, comment vous faites ça? OK, cool. Ils vont voir un autre employé. Ça passe. Qu'est-ce qui se passe dans telle situation? Puis ils font une cartographie. Puis à partir de ça, tu peux automatiser. Mais l'autre chemin pour automatiser, c'est soit la délégation. Là, chacun se dit s'il faut que quelqu'un d'autre le fasse, comment je lui montrerai à faire? Mais ça te force à mettre noir sur blanc, sur papier ou dans des directives de courriel, c'est quoi le processus? C'est une autre façon de créer un processus. Une fois que tu peux le déléguer, tu peux potentiellement l'automatiser. Puis une autre façon de le faire, qui est celle que je proposais justement ici, c'est, ben là, va utiliser des outils qui sont low-code, va utiliser des outils accessibles qui coûtent 20$ par mois. Puis tu vas vouloir automatiser certaines... Tu vas essentiellement déléguer à une machine. Là. Tu vas déléguer des petites choses jusqu'à ce que tu te dises, OK, mais là, j'ai délégué 20 petites affaires, j'aimerais ça packager ensemble parce que là, ça devient compliqué de gérer l'automatisation. Mais là, c'est un beau problème parce que tu vas automatiser l'automatisation. Puis là, tu débloques la prochaine phase d'automatisation. Fait que là, c'est là que nous, chez Explorer, on peut être utile. Interesting. C'est efficace. Puis je pense qu'on comprend clairement Je pense qu'on comprend pas, en fait, l'utilité du AI, mais on prend, mettons, d'un language model comme, on prend un chat GPT on lui pose la question, on lui donne la réponse, mais c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Tu as tellement de fonctionnalités qui sont peut-être pas cachées nécessairement, mais aller plus loin que juste poser la question dans le chat. De connecter justement tous les outils que tu fais dans ton travail ou dans ta vie personnelle. Il y a tellement de choses que tu peux connecter ensemble. Puis c'est juste chat. Je reviens il y a 1 an de ça, je ne l'utilisais pas. Puis il y avait tellement de choses que j'étais comme, mon Dieu, je le faisais à la mitaine. Puis, je veux dire, juste d'avoir encore un système qui complémente toutes ces connexions-là, c'est encore incroyable. Mais oui, il faut l'utiliser comme une deuxième maman. C'est un peu drôle, là, mais sans dire donne-moi réponse à ça. Mais ce que tu me dis, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que tu m'as envoyé comme réponse? Tu l'as pris où comme raisonnement? Ça vient de où? Là, il dit, OK, mais là, j'ai pris ça. Ouais, mais attends, le nom de l'entreprise que tu m'as donné, c'est pas le bon. Ah, mais là, j'ai assumé telle chose. Ah, t'as assumé telle chose. Pour les prochaines fois, assure-toi d'aller prendre les vraies informations véridiques à la place de me donner une réponse toute faite. Il dit, OK, tu sais. C'est comme si tu parlais un peu avec un enfant, puis là, plus en parlant, plus il vieillit, plus il mature, plus, tu sais. C'est un peu ça. Ben, il y a un peu ça. L'inverse aussi. C'est-à-dire, l'outil va te faire montrer à toi-même tes faiblesses. C'est-à-dire, hey, mais tu me demandes ça, mais tu m'as pas dit ça. Ouais. Puis, il y a des bonnes façons de poser une question. C'est-à-dire, moi, je rajoute par défaut, s'il y a des informations que tu n'as pas, ne les assume pas, pose-moi la question. Et ça, c'est crucial. C'est-à-dire, les LLM, là, c'est autocomplete on steroids. C'est-à-dire, c'est comme quand on va sur Google puis qu'on commence à taper le premier mot puis ça te suggère les 2 prochains. Là. Ouais. Oui. Il dit, ben, il y a d'autres personnes qui ont cherché puis c'était ça qu'ils ont cherché, fait que c'est peut-être ça que tu cherches. L'autocomplete,
Mais c'est ça que ChatGPT fait. ChatGPT, essentiellement, lui, il va prédire ce que tu vas écrire? Il va utiliser... Ben oui, c'est de la Un peu. prédiction, mais essentiellement, c'est probabilistiquement, ce que tu voulais dire, c'est ça. Ouais. C'est probablement ça que tu voulais dire. Right. Puis ça marche bien dans bien des cas. Quand on est dans le subjectif, là, quand on cherche c'est ça. à voir, par exemple, dessiner une image, là, C'est vrai? ben, ça va te sortir quelque chose, tu vas te dire « Wow, OK, ben c'est vrai que c'est pas pire » parce que tu n'avais pas nécessairement la bonne affaire, un truc précis en tête. Fait que tu dis « Ah, ben oui, ça fait utiliser un paquet d'éléments. » Quand tu dis « Je veux créer un courriel qui utilise ça, puis ça te le package. » Puis tu dis « Ouais, pas trop formel, puis en 150 mots. » Puis là, tu fais comme « Ah, ben tout est là. OK. » Tu n'avais pas déjà un paragraphe. Ouais. Par contre, quand vient le temps de corriger des choses bien précises, c'est là que on devient plus rigide. On dit mais attends, non, c'était pas ça. Par exemple, si je lui demande rédige-moi un CV, il va faire comme pas de problème. Ouais. Voici un CV. Ouais. Puis après, si je lui dis ouais, mais c'est qui ça, Laurent Jackson? Je sais pas, j'ai créé un CV de Laurent Jackson. Attends, mais je voulais que tu crées un CV sur moi. Ah, mais ça, je lui avais pas donné. Fait qu'il a juste fait... Il a répondu à la requête. T'sais, il a fait quelque chose qui était cohérent, logique, avec l'information qu'il avait. Il a répondu à ta requête. C'est quoi ton problème d'être fâché? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Le contexte, là, non, en majuscule. Mais le contexte, là, c'est primordial. Un de mes collègues qui dit ça, on dit ça dans nos formations. Là. En immobilier, c'est location. Oui, toujours. En intelligence artificielle avec l'IA générative, c'est contexte. Si tu lui donnes du contexte, il va donner une réponse qui est adaptée à ça. Oui. Créer un CV. Pour Rémédion, utilise LinkedIn, l'Internet, fait un document qui s'adresse à telle audience, dans un ton formel. OK, parfait. Puis là, je peux itérer. Là, je peux corriger. Mais j'aurais pas de surprise si je lui donne suffisamment de contexte. Donc, ces outils-là, hyper important de savoir les utiliser. Puis, une des choses que je m'en voudrais de ne pas mentionner à ce podcast-ci, j'ai des discussions assez fréquemment par rapport à c'est quoi le futur de l'emploi. On me le demande comme si je le savais. Je m'y intéresse. Et je me préoccupe, comme beaucoup de gens, de ça va ressembler à quoi les emplois du futur. Moi, j'ai la conviction que chaque emploi a une liste de tâches, puis ces tâches-là vont migrer. Il y a certaines tâches qui vont être automatisées, puis finalement, les attentes de cet emploi-là vont avoir changé. Mais il y a certains emplois qui vont avoir été complètement remplacés. Ouais. Un peu comme on l'a vu dans le passé. Il y a eu un temps, bien avant ma naissance, où est-ce que quand tu levais le téléphone, ça contactait, je ne me rappelle pas le switching station. Oui, ça appelait une centrale, puis ça te redirigeait vers. Tu parlais à une personne qui disait qui tu veux parler. Je veux parler à tel docteur. Exact. Parfait. Puis ça connectait physiquement ta ligne de téléphone à sa ligne de téléphone, ça sonnait de l'autre bord. Mais ce rôle-là n'existait plus. Il n'y a pas un endroit où on emploie encore ces gens-là. Fait que quand est venue la technologie qui permettait d'automatiser ça, ben ces gens-là ont perdu leur emploi. Effectivement. Mais puis la réponse à ça, les gens qui disent ouais, mais je veux pas me faire couper la job à cause de l'IA, je pense que c'est d'être curieux puis d'apprendre des compétences, des soft skills, des hard skills, plutôt des hard skills qui vont pouvoir t'aider dans cette prochaine tâche-là. Parce que si tu dis, puis tu te fais dire, ce que tu fais en ce moment, là, on pense vers une transition, mais c'est de se garder intéressé puis curieux, puis faire un saut à ce que tu viens de dire. Mon père, quand il était plus jeune, avait une compagnie de publicité, puis il a commencé à implanter des Macs, les premiers Macs pour dessiner les infopubs qu'il faisait. Puis avant d'implanter ça, il y avait peut-être 10 gars ou 10 personnes qui s'occupaient à faire les dessins, les impressions et tout ça. Puis cartographier, puis en tout cas de faire ça dans un processus vraiment plus lent. Puis évidemment, ce Mac-là a remplacé 10 personnes qui ont refusé de s'adapter parce que lui, il faisait ça, puis il était confortable là-dedans, puis il avait peur, tu sais. Ouais. Mais la réalité, c'est la réalité de la chose, tu sais. C'est comme le monde évolue. C'est pas nécessairement de vouloir couper de l'argent, mais c'est comme, à un moment donné, il faut que tu t'adaptes, je crois. Là. Mais tu as mis le doigt là-dessus. Mis le doigt dessus. C'est effectivement l'adaptation, puis l'apprentissage, le désir d'apprendre. Puis,
je suis pas en train de réduire le risque qu'il y a des jobs qui vont être remplacés. Moi, j'étais programmeur et il y a beaucoup du métier de programmeur qui est désormais automatisé ou automatisable. Pas encore totalement. Puis le totalement, peut-être que ça va être encore long avant que ça soit totalement, mais il y a de plus en plus de choses que finalement, mes attentes envers un bon programmeur sont de pouvoir utiliser cet outil-là de façon intelligente, efficace et corriger les lacunes de l'outil et non pas d'ignorer l'outil. Et puis, essentiellement, ma recommandation à ce niveau-là, parce que ma préoccupation est surtout au niveau des jeunes gradués ou encore ceux qui ont choisi de ne pas aller à l'université parce qu'ils se disent, de toute façon, à quoi ça sert? Je vais aller tout de suite sur le marché du travail. Dans les deux cas, la dimension la plus pertinente et la plus utile en ce moment, que ce soit pour eux ou que ce soit pour quelqu'un qui est peut-être sur le bord de la retraite, mais qui est encore intéressé à travailler, c'est d'être curieux. D'avoir un appétit à apprendre. Puis un appétit à apprendre, ça prend quelques formes. Soit d'aller chercher de la formation, ou soit d'utiliser les outils à notre disposition pour apprendre. Puis jouer avec. Puis en ce moment, cette opportunité-là, elle est plus grande que jamais avec l'IA générative, où est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là pour non seulement comprendre le monde, mais se comprendre nous ou comprendre comment nous on fait les choses. Désormais, quand j'utilise les outils, je demande à l'outil quelle serait la bonne façon de me rendre à cet endroit-là. Puis, je suis de plus en plus conscient qu'en posant ma question, j'insère un biais. C'est-à-dire, je pense qu'on veut se rendre là. Mais peut-être que non. Fait que je vais vouloir être challengé là-dessus. Puis je vais utiliser l'outil pour m'aider à me challenger tout au long du chemin pour être sûr que ce que j'ai identifié comme étant probablement la tâche que je dois faire, puis que j'utilise l'IA pour m'aider à me rendre à cette tâche-là, que j'utilise aussi l'IA pour me challenger, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais faire ou que je pourrais faire pour rendre mon objectif, qui n'est pas de cette tâche-là. J'ai identifié cette tâche-là pour répondre à mon objectif, mais mon objectif, c'est ça. Est-ce que c'est une autre tâche que je devrais faire? Puis ça, ce genre de questions-là, ça veut dire que je ne lui demande pas « fais-moi un PowerPoint de 25 pages ». Je lui demande, je veux convaincre l'exécutif de telle compagnie à agir dans telle direction. Peut-être que la solution, c'est de préparer un PowerPoint de 25 pages. Mais mon objectif a été véhiculé, a été verbalisé. Puis j'utilise l'outil pour voir quelles sont les opportunités que je dois saisir pour me rendre là. Je t'écoute parler, puis ça me motive d'aller travailler avec Explorer. Pour vrai, c'est un poste souvent. Non, mais pour les gens qui écoutent, y a-t-il des opportunités, justement, des jeunes qui écoutent? Comme, c'est inspirant. Je veux travailler avec Rémi, c'est insane. Je vois le potentiel. C'est quoi les ouvertures de collaboration, de travail? Comment ça fonctionne? En ce moment, notre équipe est hyper performante. On est toujours à l'affût des talents exceptionnels. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'en ce moment, on a un poste d'ouvert au niveau technique on a un poste d'ouvert au niveau de l'équipe des ventes. Puis l'équipe des ventes, les attentes que nous, on a dans cette équipe-là, c'est qu'ils utilisent des outils d'automatisation également. Fait qu'il y a cette idée-là de je ne vais pas tout faire à la mitaine, je ne vais pas tout faire comme ce qui a toujours été fait. Je m'intéresse à c'est quoi qui existe pour multiplier l'impact de ce que je fais. Donc, on a peu d'opportunités. Parce qu'on a passé à travers une grosse période de croissance, parce qu'on a embauché 20 personnes à l'intérieur d'un an, un an et demi. Désormais, on cherche plutôt la stabilité. On a une belle équipe. On a du monde qui aime travailler l'un avec l'autre. On est à distance. Puis on cherche toujours des collaborateurs qui sont curieux. Je l'ai dit tantôt, autonomes. Il y a l'indépendance, mais surtout autonomes. Moi, je ne veux pas des gens qui sont en silo de leur côté. L'autonomie, c'est différent. L'autonomie, c'est d'être capable de prendre l'initiative. L'indépendance, c'est d'être capable de dire j'ai besoin de personne pour faire ce que j'ai besoin. Ça a du bon, mais pas toujours. Travailler en équipe, c'est important. Voilà. Puis je pense, autodidacte aussi, tu sais, de chercher l'information. Ça témoigne d'un appétit d'apprendre. Fait qu'être autodidacte, ça coche la case de en ce moment, j'ai appris à faire ce que j'ai besoin de faire, ce que tu me demandes de faire. Mais peut-être que dans un an ou dans 5 ans, ça va être autre chose qu'il va falloir que j'ai appris à faire. Fait que j'ai cette soif-là d'apprendre. Puis mon message, je suis content d'avoir eu ça dans mon passé qui m'a amené là. Puis c'est ce que je recommanderais un peu. Je pense que tout entrepreneur se reconnaît à ce niveau-là, mais j'encourage n'importe qui, va apprendre. Encourage-toi à te challenger, à regarder. Ça ne veut pas dire lis tout ce qui se passe dans les nouvelles. Non, il y a de quoi déprimer. Ou il y a de quoi de se demander, mais c'est où qu'il faut que je jette mon dévolu. Il y a toujours une nouvelle version de ChatGPT. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire.
tu as des passions, tu es intéressé, il y a quelque chose qui est spécifique à toi, que ce soit la pêche, que ce soit de résoudre des sudoku, ben, va voir c'est quoi que tu peux faire qui va répondre à ta niche. Puis il y a d'autres gens comme toi. Il y a plein d'autres gens dans ta communauté. Puis le terme, c'est niche, là. Moi, je suis convaincu que ce qu'on va voir là, dans les prochaines années, c'est pas des entrepreneurs qui résoudent les grands problèmes de société, c'est des multitudes d'entrepreneurs qui répondent à des problèmes de leur niche. Puis là, on va se ramasser avec l'entrepreneur à toutes les sauces. Puis j'ai hâte de voir ça. Moi, je suis très excité par rapport à ça. Spécialistes dans leur niche? Oui, essentiellement, qui vont venir répondre à un truc qui correspond à quelque chose qu'eux, ils vivent. Puis ça va être des plus petites communautés. On parle de quelques milliers, plutôt que s'adresser à des villes, à des nations, comme une compagnie comme Canadian Tire ou comme voyons, Google. Ben là, ça se voulait... Souvent, quand on pense à l'entrepreneur, on se dit « je vais être le prochain Elon Musk, mettons. Sure. » Mais je pense pas qu'il y a... Non. Il y a des opportunités qui existent pour ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui n'étaient pas disponibles il y a 1 an, il y a 2 ans, pour créer des choses qui s'appliquent à des gens qui sont comme moi, qui trippent sur le frisbee, qui trippent sur ça spécifiquement qui est ma communauté. Ben oui, puis je pense géographiquement, là, dans le sens, tu peux avoir un impact concret au niveau social aussi sur, si tu regardes juste, mettons, à Montréal, ton quartier, ou tu sais, juste, si tu as des gens qui sont impliqués là-dedans, ça, c'est la beauté de la chose. Il y a un beau projet aussi, une belle entreprise, Partage Club, que je parle toujours, c'est incroyable. Tu sais, Fauve Doucet, puis ça, on en veut, tu sais. Puis, Colin, on peut-tu les mettre plus de l'avant? Avec tous les scandales qu'on a reçus au Québec, on peut avoir des entreprises qui rayonnent pour vrai, tu sais. Fait que ouais, je trouve, tu sais, mettons ça de l'avant et encourageons-nous. Surtout économiquement, on sait ce qui se passe, là, c'est pas facile. C'est le moment, plus que jamais, de se monter vers le haut. Ben oui, absolument. Fait que, on va finir là-dessus, mon cher Rémi. C'est une belle beauté. Puis juste pour finaliser là-dessus, pour te contacter, tout simplement, c'est quoi la meilleure manière? Courriel? Moi, je suis très accessible sur LinkedIn. C'est mon chemin favori. Cool. Puis, plateforme sur YouTube. On a notre podcast, Il y a du neuf. Sur Instagram puis Facebook, on a aussi une page. Je crois que là où je recommanderais les premiers utilisateurs, aller voir sur YouTube et LinkedIn. Nice, j'aime ça. Fort. Je t'amène les 2 dernières questions. Je ne sais pas si tu as eu le temps de penser à tes réponses, mais écoute, on voyait on the fly. Ta vision du succès en 2025, comment tu la vois? Puis tu peux mixer le pro et le perso. Je te laisse répondre. Ma vision du succès a été orientée longtemps sur mon réseau. C'est-à-dire, est-ce que je suis en mesure de rejoindre le plus de monde? Est-ce que je suis en mesure de connaître les gens qui peuvent m'accompagner dans le défi que j'ai? Puis d'avoir des bonnes personnes qui me motivent autour de moi, qui me stimulent, puis qui peuvent m'accompagner, étaient les éléments que je recherchais et que je recherche encore. Puis le fait de pouvoir rejoindre une communauté encore plus large, ben pour moi, c'est un grand succès. Fait que je dirais que je l'ai atteint. Je suis heureux de ça. J'ai atteint ce que j'avais défini comme le succès dans le passé. Puis là, maintenant, mes objectifs ont évolué. Et je continue encore dans cette direction-là, c'est-à-dire davantage d'avoir des gens inspirants autour de moi que je trouve qu'il y a une citation que j'aime bien, c'est, je vais la dire en anglais, To be rich is to know when you have enough. J'aime ça, quand t'en as assez. Exactement. Tu dirais qu'on a un moment qu'on se dit on est satisfait. On dirait que dans ma perception, les humains ne sont jamais satisfaits. On veut toujours plus, que ce soit C'est un muscle, ça se pratique ça. Puis ça passe par la reconnaissance. Je fais beaucoup d'anglicisme parce que mon inspiration passe par là, mais count your blessing, compter tes reconnaissances. Le soir, là, surtout quand on est dans des passes difficiles, mais à mon avis, ça, c'est une habitude, c'est un réflexe qui se développe. Fait que même quand tout va bien, il faut, à la fin de la journée, là, c'est quoi les choses qui ont bien été aujourd'hui dans ma journée? C'est des choses aussi banales que j'ai eu mon repas préféré. J'ai parlé à tel ami que j'avais pas parlé. J'ai des parents en forme. Ça peut être ça. Ou ça peut être, hey, j'ai réussi à faire tel élément sur ma to-do list. Ça faisait longtemps que ça me pesait. Peu importe ce que c'est, de reconnaître qu'il y a de la reconnaissance partout autour qui mérite d'être eu. Ça nous prépare, ça nous pratique
ça pratique le bon muscle, finalement, de garder le spirit. Là. Puis je pense que c'est Gary Vee qui parle de ça là, depuis X nombre d'années, là, Gary Vaynerchuk sur les réseaux. La gratitude, juste d'être reconnaissant de ce qu'on a accompli, d'être fier de ce qu'on a fait. Puis malheureusement, des choses peuvent se passer dans ta journée que c'est hyper négatif. Puis c'est ça qui flash. Puis le bon exemple, c'est les réseaux sociaux. Quand tu postes une vidéo, puis tu as un commentaire de haine mais tu en as 100 qui sont extrêmement positifs. Puis tu en as un, ben, tu vas regarder celui qui est négatif. Mais oui, il y a un problème en ce moment, peut-être avec un client, peu importe. Regarde les autres petits côtés plaisants que tu as eu dans ta journée, puis mets ça de l'avant. Puis voilà, je pense que c'est d'être reconnaissant. Regarde, on est en vie. Tu es dans un pays justement qui te permet d'avoir des opportunités. Quand on se compare, on regarde que finalement, on n'est pas si mal barré que ça. Ben, absolument. C'est pour ça que ma succès tourne davantage dans les connexions puis les gens. Le temps, on a le temps qu'on prend. Ça, c'est mon père qui disait toujours ça. Il le dit toujours d'ailleurs, puis j'y crois fermement. C'est-à-dire que c'est pas j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai mis mon temps ailleurs. Faut prendre responsabilité pour ces choses-là. Ouais. Donc, le succès, je pense que ça se passe par... ça pourrait être d'avoir des chars, d'avoir de l'argent, d'avoir le temps, d'avoir des voyages. Puis c'est vrai qu'il y a une certaine forme. Là. C'est pour ça que je disais to be rich is to know when you have enough. Là. C'est quoi... C'est quoi ton enough? C'est quoi ton enough? C'est quoi ton rich life? Là? Ça, c'est Samit Ramit Sethi, je pense, qui disait ça. Don't quote me on this. Là. Mais essentiellement, c'est de pouvoir identifier. Regarde, je visais ça, puis wow, je suis capable de voir tout le chemin que j'ai fait jusque-là. Ça, c'est le succès. Puis ton autre question qui était, est-ce que je recommanderais? Un Rémi de 25 ans. Rémi de 25 ans. Puis ça tombe un peu dans les mêmes eaux. J'ai été longtemps déçu et difficile envers moi-même. Pour être resté trop longtemps dans une job, le génie conseil, dans une job que j'ai vraiment pas aimé. Ça faisait en sorte que mes journées étaient lourdes, mon moral était bas. Et je suis passé à travers ça. Ça fait partie de mon bagage. Puis c'est pas la fin du monde. À ce moment-là, j'avais des regrets. Puis maintenant, je suis reconnaissant d'avoir vu ça, d'avoir compris ça, d'avoir pu me dire, c'est pas pour moi, mais ça m'a aussi amené, ça m'a suffisamment poussé pour aller vivre des expériences incroyables. Ça valorise également mon travail maintenant. D'être passé par là fait en sorte que je comprends bien cette réalité-là. Puis en ce moment, on développe un produit qui est pour une clientèle qui est celle que j'étais il y a maintenant 12 ans. Donc, tout dans tout, je suis reconnaissant de mon parcours. La recommandation que j'ai envers Rémi de 25 ans, c'est celle qu'on entend peut-être trop souvent. Là. Don't be too hard on yourself. Sois pas trop difficile envers toi-même, mais ça revient à count your blessing. Ton chemin, là, t'en as pas d'autre. Là. Fait qu'apprécie-le. Parce qu'il est vraiment cool. Puis une autre façon de le formuler, c'est il y a un paquet d'opportunités magnifiques que tu n'as pas encore dans ta vie. Il y a un paquet de gens que tu connais même pas, que tu vas tellement aimer dans ta vie. Fait que demain est ahurissant. Puis tu as fait ce chemin-là jusque-là qui va te permettre de faire ça. Quand tu vas te retourner par derrière, tu vas dire wow, tu sais, ça aurait pas pu être autrement. Mais quand tu regardes par en avant, des fois, tu oublies ça. Fait que je trouve que l'idée d'être reconnaissant, encore une fois, est très importante. Écoute, ta réponse était excellente. Tu n'étais pas certain de ta réponse au début, mais là, je pense que tu étais en certitude. Je cherchais le filon. Puis je pense que les jeunes qui nous écoutent, moi j'ai vécu ça, puis on vit peut-être à certains moments de notre vie, là, mais le FOMO, le fear of missing out, de dire hey mon Dieu, me semble que je vieillis, puis faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, on dirait que je suis en arrière, je vois mon ami qui s'est acheté une cabane, une maison, tout est stable, moi je suis encore aux études, comme pour vrai, prends ton gaz égal, là, pour vrai, c'est pas. On dirait qu'on se compare, puis on a une course en ce moment, le rat race, là. Mais quand on est jeune, c'est beaucoup plus flagrant. Puis tu te dis, mon Dieu, je sais pas, je commence à vieillir. La trentaine arrive. Tu te dis, Ken, j'ai-tu fait les bonnes décisions? T'sais? Je sais pas. Le FOMO, définitivement, je le comprends. Puis ce que j'ai entendu plus récemment, le faux fou. Ouais, c'est toi qui en as parlé, le Fear of fucking up. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu. C'est l'idée de la paralysie par le choix ou la paralysie par la peur. Par la peur de prendre action. On se dit, je peux pas me permettre l'échec. Puis on revient au fait que les échecs,
it's kind of a good thing. C'est nécessaire, en fait, Ouais. je pense. Mais Donc, ouais. faut en profiter. Faut en profiter. Quand ça se passe, là, c'est une opportunité. J'ai adoré mon podcast. Je savais que ça allait être excellent. Je veux dire, c'est toujours le fun. C'est un contexte qui est intime. Tu sais, là, je pense qu'on a fait quoi, 1h30 environ. Puis c'est le fun d'avoir des discussions qui sont deep parce qu'on a tombé beaucoup dans l'émotion, dans le mindset aussi, du côté entrepreneurial. On a parlé d'explorer, mais puis des produits connexes. Mais j'ai adoré ma connexion avec toi, ma discussion du moins. Fait que je me demande, toi, comment tu as vécu le podcast aujourd'hui? Je suis vraiment reconnaissant, encore une fois. Ah ouais? Reconnaissance d'avoir l'opportunité de parler de ça. Moi, j'ai la chance d'avoir eu des gens qui m'ont accompagné, mais pas toujours. Des fois, je me suis demandé vers qui je peux me tourner. Puis de pouvoir montrer le chemin que j'ai pris, puis pourquoi je trouve que c'est un chemin que je peux célébrer maintenant, même si peut-être qu'au début, je l'aurais pas choisi. J'aurais pas su que c'est celui-là que je voulais. Maintenant que je l'ai, j'en suis tellement reconnaissant. Fait que je trouve que d'avoir l'opportunité de pouvoir en parler, de pouvoir le communiquer, puis célébrer aussi, explorer, là, c'est une drôle de bébite. Je nous adore. On est une gang solide. Ça vit de transparence, d'authenticité, d'autonomie. C'est très humain. Je pense qu'il y a beaucoup de firmes dans le conseil qui vont parler de ça, qui vont dire on est très humain. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on a un souci pour la compétence, puis la croissance, puis souci pour nos collègues. Puis nous, on se leurre pas. On dit pas qu'on est une famille, là. On est une équipe. Le fameux, ouais. On en fait des blagues, d'ailleurs, à ce niveau-là. On est tous là pour s'épauler, puis être la meilleure version de l'un de l'autre, parce qu'on est tous en train de travailler à se rendre quelque part, à réussir. Dans une équipe de sport, là, chacun a besoin que l'autre fasse sa partie. Et j'ai une grande fierté de ce qu'on a accompli. Fait que de pouvoir lui donner une vitrine à travers le podcast, je trouve que c'est un gros cadeau que je peux nous faire. Ouais, de partager ton expérience, partager tes connaissances, partager la culture d'entreprise chez Explorer. Puis tu sais, je pense que c'est d'inspirer aussi. Peut-être qu'il y a des entreprises, des entrepreneurs qui écoutent, qui disent OK, j'aimerais peut-être implanter cette méthode de pensée-là, tu sais, d'implanter plus d'autonomie, d'indépendance, de pousser l'intrapreneuriat un peu à l'interne, puis des belles initiatives, parce qu'il n'y a pas un employé qui se sent bien en étant un numéro. Ils veulent se sentir valorisés. Puis c'est pas parce qu'il y a beaucoup il y a du cool sur les internets qui disent ben tu sais, moi j'ai une job, mais je m'implique pas vraiment dans mon équipe. Moi, je rentre là pour avoir mon chèque, puis je reviens, puis tu sais, j'ai ma vie. Puis je trouve ça... Parce qu'on a comme pas le choix, tu sais, de se sentir valorisé, puis d'aimer ce qu'on fait. Je veux dire, on passe la majeure partie de nos vies, c'est connu, là, au travail. Donc, il faut que tu aies un travail qui fait du sens pour toi, qui est plein, qui est rempli de sens. Oui. Puis ça peut être difficile peut-être de trouver le bon, mais en tout cas, oui, j'y crois. Le fait de pouvoir parler de ça, de comment qu'on est à l'interne d'une compagnie comme Explorer, ben c'est pas unique, là. Je pense que des compagnies de 40, 60 ou 30 à 60, c'est comme un sweet spot où est-ce que les gens se connaissent, ils se comprennent, ils ont des inside jokes. Au-delà de ça, ça commence à être plus périlleux. Parce que il y a plus de déconnexion, c'est plus difficile Donc, moi, on le voit parfois comme une faiblesse. Dire, on n'a pas des grosses compagnies, mais je trouve qu'au Québec, on a un tissu serré. Au Canada aussi. Parce qu'on a un paquet de PME, mais d'avoir des PME, ça fait aussi qu'on a du monde qui trippe à aller au travail. Puis je pleure pas les gens qui disent, ben moi, je vais travailler pour mon paycheck parce qu'ils ont d'autres intérêts. Ils ont d'autres choses que leur paycheck leur permet de faire. Puis ça, c'est correct. Il y a différentes étapes dans la vie qui permettent de faire ça. Mais je redoute que ces personnes-là ne se prépareront peut-être pas pour le changement continu qu'amène une automation qui est constamment en train de préparer la prochaine automatisation. Là. Chaque petite tâche devient automatisable, fait que tu apprends la prochaine affaire, puis c'est ça qui te fait grandir. Mais si toi, au final, ton emploi, c'est tu veux que ça soit simple, puis que tu fasses juste ton temps, parce que ce qui te fait vraiment triper, c'est d'aller prendre des cocktails, d'aller promener ton chien ou peu importe ce que c'est, qui est totalement valide. Mais au final, tu vas peut-être trouver la transition plus difficile. Une culture d'apprentissage, ça vient par une valorisation de l'apprentissage.
pense que c'est le meilleur mot de la fin. C'est incroyable. Encore une fois, Rémi, encore beaucoup. Un gros merci pour ton temps, pour ta présence. Du beau contenu, guys, qui va sortir évidemment à travers ce podcast-là, des belles capsules. Puis un beau long form aussi qui rentre en contexte puis en détail sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que je t'invite officiellement à un deuxième partie, donc un part 2 à notre podcast dans un an, savoir ce qui s'est passé en 2026, les nouveautés. Donc on va savoir au mois de novembre 2026, tout simplement. Impeccable. Merci encore. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.